Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats, voilà, je m'étais emballée, j'ai commencé très vite. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Fidèle au poste, vous nous avez fait un zapping spécial élection. Et d'ailleurs, c'est une émission spéciale ce matin, pas de médias. On pourra en parler aussi un petit peu quand même de la forme peut-être des soirées électorales. On a posé une question à nos auditeurs. Oui, de savoir sur quelle chaîne ils avaient suivi la soirée électorale, TF1, France 2, les chaînes infos, où vous avez zappé sur toutes les chaînes. Eh bien, 26% c'est TF1, France 2 11%, 45% les chaînes infos, et 18% ça vote beaucoup. Et puis, Monsieur De Roy qui nous a envoyé un petit SMS, il a mis Sud Radio, lui. C'est vrai qu'on l'avait pas mis. Effectivement, on n'avait pas mis les radios. Et puis, ça représente un peu ce qu'a été les audiences, puisque TF1 a écrasé France 2. TF1 a fait plus de 7 227 000 téléspectateurs. Parce qu'il y avait Frédéric Dabi, notre star, qui est là avec nous. Bonjour Frédéric. Et France 2 n'a fait que 4,9 millions, ce qui est vraiment très 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 peu. Ouais, et peut-être vous avez regardé les Tuches qui étaient sur TMC. Les Tuches ont fait 1,4 million. Voilà. Voilà. Toujours les pour Tuches. Débattre et commenter cette actualité, les Tuches aux USA. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, Alex Darmon, journaliste politique. La chaîne politique Les Indécis est disponible sur YouTube. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Votre livre, là aussi, porte très bien son nom, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Je rappelle que vous répertoriez, vous avez dans ce livre relevé tout ce qui ne fonctionnait pas, qui aurait pu être un programme, un argumentaire de programme. Je suis très très inquiète d'ailleurs aujourd'hui, parce que tout ce qui ne fonctionne pas ne devrait pas être réformé étant donné l'attente des gens. C'est-à-dire que... Mais non, si, parce que pouvoir d'achat, ils veulent plus d'argent tout de suite, immédiatement. Les retraites... Donc vous voulez dire que la France est irréformable? Écoutez, en tout cas, pendant ce quinquennat, c'est un héros s'il y arrive. Et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, votre livre La Fracture, paru aux éditions Les Arènes. Encore une fois, ce livre porte plus que jamais bien son nom. Puis je voulais vous rendre hommage ce matin, et puis un petit peu ironiser pour nos auditeurs qui vous ont un peu malmené en disant que Emmanuel Macron ne pouvait pas être aussi haut, que vous mentiez, que les sondages se trompaient. Alors vous vous êtes trompé puisque vous l'avez mis plus bas et non pas plus haut, contrairement à ce que disaient nos auditeurs. Pas tromper non plus. Non. Une petite marge d'erreur. Si on peut faire, je tiens à vous remercier aussi d'avoir fait cette émission pédagogique sur les sondages où pendant 1 heure avec Judith Ventraube, avec je crois vous Sophie, avec Virginie Leguet, pardon, et Alexandre qui était là. Alexandre, je cite. On a pu vraiment essayer de rentrer dans la cuisine des instituts de sondage. C'est vrai que le sondage n'est pas là pour donner des résultats au demi-point près. C'est ce qu'on avait fait en 2007 sur le rolling. Là, ça n'a pas été le cas. Mais donner par exemple pour notre dernier sondage, Emmanuel Macron 26,5 et Marine Le Pen 24, ça a été 27,9 et 23,5. La tendance était là. De la même manière, nous n'avons pas eu dans nos chiffres, parce que ça s'est fait en dernière minute, cette poussée incroyable de vote utile, Jean-Luc Mélenchon, mais on parlait par exemple vendredi 8 avril de cette dynamique assez incroyable et de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il est de bon ton et beaucoup de candidats mal placés s'y sont mis parfois avec beaucoup de cœur à taper sur les enquêtes, dire qu'elles sont inutiles, dire qu'elles sont truquées, dire qu'elles orientent le choix des électeurs. Voilà, les urnes ont parlé, j'en dirai pas plus. Maintenant, on vous attend sur la composition justement. C'est pas notre boulot. Si, on fera des enquêtes législatives avec... on va parler de tout ça. Gilles, on va faire le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. C'était donc la grande soirée où la révélation du candidat. Alors vous l'avez vu Valérie, le candidat n'était pas sur fond de l'Élysée, mais sur l'entièreté du bâtiment de TF1 où il est apparu. Oui, il est apparu également dans le hall de France 2, donc plus du tout l'Élysée. Drôle de symbole, hein. Peut-être contrôle des médias, pourrait s'amuser un complotiste chez Berkoff. En tout cas, il était presque 20h. Pourquoi ? Après 15 jours d'une campagne beaucoup plus intense dans sa dernière ligne droite, quel a été le choix des Français? Comme François Mitterrand et Jacques Chirac, Emmanuel Macron sera-t-il réélu pour un second mandat? Réponse dans moins de 5 secondes. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. Premier président sortant de la 5e République à être réélu hors période de cohabitation. Avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen.
Voilà, c'était les deux chaînes qui annonçaient les candidats. Vous avez vu cette blague sur Twitter qui disait que ça allait vraiment pas fort pour la marine russe et que après le navire amiral, c'est donc leur sous-marin qui a été coulé hier. Mais si la bataille a été perdue, pas la guerre, Marine restera aux côtés des Français. Plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Le score historique de ce soir place notre camp dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. Je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France! Jean-Luc Mélenchon a appelé à un troisième tour et va faire l'union de la gauche. Ah bah très vite, Ségolène Royal a répondu présente. Oui, je suis là, Jean-Luc. Parce que Jean-Luc a été le plus fort. Je souhaite qu'il y ait un rééquilibrage au Parlement. Et comme ma famille politique, c'est la gauche, et que Jean-Luc Mélenchon a réussi l'exploit de presque être qualifié pour le second tour, je pense, d'abord que tout se mérite, que cette recomposition se fasse parce que c'est la loi démocratique autour de celui qui aujourd'hui est en tête et autour duquel ne se sont pas rassemblés les gauches et les écologistes, malgré leurs divergences. Parce que Jean-Luc Mélenchon aurait pu être au second tour et porter cette espérance. Et tous ceux qui se sont à gauche prononcés au moment seulement du second tour pour faire barrage auraient pu le faire avant le premier tour. Restons à gauche, enfin presque, avec Manuel Valls qui était hier sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les images et la langue pendante attendant son ministère. Il va falloir demain construire une équipe et une équipe solide. Vous avez-vous déjà dit qu'il fallait le dépassement? Est-ce que vous pourrez en prendre votre part en rejoignant cette équipe si on vous le propose? Moi, je peux toujours servir mon pays. C'est d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus beau, servir son pays dans ces moments passionnants et difficiles. Mais vraiment, le plus important, c'est de réconcilier les Français avec eux-mêmes, avec la démocratie. C'est d'écouter, c'est d'apaiser, c'est de cautériser ses plaies et ses fractures, et c'est d'unir le pays. Et ça, c'est la plus belle des tâches. C'est la sienne d'abord. Les équipes, on verra après. Et puis, comme tous les zappings, Valérie, je ne vais pas faillir à ma tradition de finir en musique avec, évidemment, alors j'avais deux choix. Hein. Soit je mettais la Marseillaise, qui avait été fait par je ne me rappelle plus du nom de la chanteuse, de la cantatrice. Et évidemment, j'avais l'autre choix de cette image de l'hymne à l'Europe qui a accompagné les premiers pas d'Emmanuel Macron entouré d'enfants. C'est évidemment cette image-là que j'ai choisie. Voici l'hymne. Non, mais ils l'ont fait très lent. Oui, il était très lent. Très lent comme tempo. C'est Beethoven, évidemment. Oui, c'est Beethoven, c'est l'hymne à la joie, la fin du 4e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était la même musique qui avait accompagné l'entrée d'Emmanuel Macron en 2017 dans la cour du Louvre. Et c'est l'hymne européen. C'est quand même, ce qui m'a frappé, c'est tous ces drapeaux européens qui ont été agités au moment du discours d'Emmanuel Macron. On n'a pas l'habitude de voir dans des seconds tours des drapeaux européens. C'était volontaire ou c'était les gens qui avaient acheté volontairement? Non, on leur a distribué. C'était organisé un peu. Bien sûr, c'était organisé. Mais c'est un président, c'est le candidat qui était aussi en même temps président de l'Union européenne. Et on a vu des communiqués de félicitations de beaucoup de personnalités européennes très vite et très, très chaleureuses. Mais il l'avait dit que c'était un référendum contre l'Europe, donc ça a été aussi dans la mise en scène. Donc c'était cohérent. Voilà, je reviendrai à 11h et vous aurez du Rachida Dati. Ah oui, évidemment. Un peu maintenant. Mais non, tout à l'heure à 11h. Il faut attendre pour les bonnes choses. Alors, des réactions d'auditeurs. Allez, Jacques Taès nous dit gueule de bois ce matin. Véronique nous dit vous êtes contents les journalistes, votre propagande médiatique a marché. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Non, le Front républicain, je suis désolée. Oui, mais non, mais l'histoire du Front républicain. Mais il y avait même les Madame Météo qui disaient qu'il fallait voter. Non, enfin.
Non, j'ai pas dit. Non, mais moi j'ai dit qu'il fallait aller voter vendredi. Non, mais votez pas. Mais c'est vraiment pour les gens, pour des abrutis. Non, mais Valérie, je parle pas de vous, mais il y a eu d'abord. Moi, je n'étais pas du tout pour Marine Le Pen. Je prétends que cette femme a été extraordinairement courageuse, que c'est honteux de traiter de fascistes tous les gens qui ont voté pour elle. C'est pas le cas. Et je pense que le Front républicain, avec cette espèce d'unanimisme médiatique, m'a un peu choqué. Non, mais attendez, les journalistes ont pas. Traité de fasciste personne. Elle a traité les journalistes, elle, quelquefois, pas de fascisme, mais en tout cas de gens qu'elle voulait pas avoir, comme des journalistes de quotidien. Donc voilà, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on peut pas dire que les journalistes ont fait élire Emmanuel Macron. J'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est ce que dit l'auditrice. Elle dit quand même qu'ils ont vraiment contribué, c'est vrai, à faire un Front républicain. C'est pas du tout pareil, comment non? Non, c'est pas ce qu'elle dit. D'accord, mais vous dites qu'elle a pas contribué à faire élire Macron. Mais c'est pas ce qu'elle. Je ne sais pas, parce que ces tribunes d'artistes bobos parisiens ont eu parfois. C'était ridicule. Oui, mais ont eu parfois l'effet inverse escompté. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens être très agacés par ces prises de parole et au contraire être allés voter en sens inverse sous cette. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on trace ce type de ligne, d'une part, on met un certain nombre de Français dans une position très désagréable parce qu'on les stigmatise, parce qu'on fait peser de la honte, de la culpabilité sur un engagement politique ou une conviction politique ou une volonté en tout cas d'être entendu et écouté. Et en plus, on voit, mais depuis 20 ans ou 30 ans qu'on dresse cet argument, que ça ne fait rien à la démarche, que ça renforce encore à chaque fois un peu plus les oppositions des uns contre les autres. Je pense que c'est pas une bonne manière de faire, parce qu'il vaut mieux ne pas diaboliser les gens et s'intéresser au combat de fond, au débat d'idées, plutôt que de faire ça à chaque fois. C'est ridicule. Puis là, on a entendu, pendant cette campagne, on a entendu un paquet sur cette ligne du Front républicain, un paquet d'horreurs quand même. Il faut juste le dire. Et ça ne grandit pas le débat politique. Qui a gagné, qui a perdu? Est-ce qu'on n'est pas dans du en même temps? C'est-à-dire que... Complètement. Non, complètement. Pour moi, c'est le summum du macronisme hier soir. C'est-à-dire qu'il a gagné et en même temps, il a un peu perdu quand on écoute tout le monde, alors qu'il est quand même à plus de 58% des voix, mais c'est vrai que c'est pas une victoire éclatante, qu'il y a 17 millions de personnes, je crois, qui n'ont pas voté, pas déplacé, enfin, abstention, c'est énorme, c'est un chiffre énorme, et donc... On considère... Abstention 13 millions, oui. Ouais, 13 millions, mais plus 4 millions... 3 millions de blancs et nuls, moins qu'en 2017. C'était une des surprises d'ailleurs. Moins qu'en 2017. Bon voilà, il y a quand même 16 millions de personnes qui n'ont pas donné leur avis sur cette élection présidentielle. Donc oui, il a gagné parce qu'il fait quand même plus de 58%. C'était loin des sondages que vous donniez, ce qui était normal, parce qu'il y a eu l'entre-deux tours, il y a eu un travail, il y a eu un débat, il y a eu toutes ces choses-là. Et donc il finit à 58% et Marine Le Pen à 42% environ. Et on a l'impression que ce matin, ils ont un peu la gueule de bois aussi... pas ceux qui ont perdu, mais aussi chez LREM, et ça se voyait déjà un peu hier. De lucidité. Frédéric Dabi. On va se parler franchement, 58,5, 41,5, c'est un écart écrasant. Il y a plus de 5 millions de voix d'écart. Factuellement. Quand on compare au 82-18 de Chirac-Le Pen en 2002, quand on compare à 2017, où Emmanuel Macron avait 10 millions de voix d'avance, il a plus que 5,5 millions de voix d'avance, c'est que ça reste très net, mais c'est vrai aussi que c'est un des records d'abstention au second tour sur la 5e République. Le record de 69 n'a pas été battu. Contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le président le plus mal élu. Si on prend la part des inscrits, c'est Georges Pompidou en 69. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette antenne, je suis toujours gêné des procès en illégitimité de quelqu'un qui a gagné une élection. Ça a commencé en 2012 quand on a dit que François Hollande n'avait pas vraiment gagné, qu'il manquait une semaine ou deux à Nicolas Sarkozy pour pouvoir l'emporter. On l'a dit, beaucoup l'ont dit en 2017 sur le mode qu'est-ce que c'était facile de battre Marine Le Pen parce qu'elle n'est pas bonne. Voilà, je trouve que c'est toujours dangereux pour notre pacte démocratique si on remet en cause la légitimité des vainqueurs des élections. On l'a dit aussi pour les maires de grandes villes qu'il avait emporté avec une abstention forte. Maintenant, c'est vrai que vous avez raison, Alex, l'abstention c'est un vrai sujet. On est dans un cycle abstentionniste jamais vu sous la 5e République, une majorité d'abstention à chaque élection sous la 5e République, depuis 2017. Maintenant, il y a un paradoxe également. Premier tour, campagne jugée inintéressante, insipide, absence d'Emmanuel Macron, réflexe citoyen, les Français ont quand même voté assez fortement. Second tour, vraie campagne d'entre-deux tours, Emmanuel Macron a fait campagne, il y a eu le débat d'entre-deux tours, la campagne a été jugée de qualité dans une enquête. 15 jours. Dans une enquête pour Sud Radio, 20 points de plus par rapport au premier tour.
pour autant, beaucoup d'électeurs ont refusé et ont envoyé dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bon, moi, ce que je voudrais dire, peut-être pour démarrer, c'est que d'abord, bien joué. Il a gagné et il avait annoncé, on l'avait pratiquement su l'été dernier, qu'il ferait une campagne éclair. Il a fait sa campagne éclair. Il a été servi par la situation internationale qui lui a permis de faire une campagne encore plus courte que ce qu'il avait imaginé. Voilà, sur le plan de la maîtrise, si je puis dire, de la technique électorale, bravo. Alors, c'est par contre une campagne qui a été très frustrante parce que, pardon, mais il n'y a pas eu de débat. Pratiquement pas. Il n'y a pas eu de travail sur le bilan. On n'a pas vraiment entendu d'analyse sur le bilan. Et aujourd'hui, on sort de là, on n'a pas vraiment de vision. On avait une vision assez claire de ce que voulait faire Jean-Luc Mélenchon. On avait une vision assez claire de ce que proposait Marine Le Pen. Et pour ce qui est Emmanuel Macron, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est quoi? La retraite à 65 ans, c'est à peu près le marqueur de son engagement pour les prochains jours. Alors moi, je crois qu'il y a quelque chose de très impressionnant sur cette question-là. Et je voudrais juste rebondir sur les chiffres qu'évoquait Frédéric Dabi. C'est vrai que, bien sûr, que celui qui est aux affaires, une fois qu'il est élu, bon, voilà, le CM déclare qu'il est légitime. Il ne faut pas confondre quand même dans l'esprit des gens ce que veut dire la légitimité et la légalité. Il a la légalité pour agir. Après, est-ce qu'il est légitime pour les 2/3 des Français qui ne l'ont pas soutenu, au sens vraiment prêt à accepter ce que Macron va vouloir faire? Je ne crois pas. Et je voudrais juste rappeler en dernier point quand même que les chiffres sont très impressionnants. Jean-Marie Le Pen en 2002, il fait 5 millions de voix. D'accord? Marine Le Pen en fait un peu plus de 13 millions. Et elle gagne quasiment 3 millions de voix entre 2017 et 2022. Et Emmanuel Macron perd quand même près de 3 millions de voix on peut faire à 100 000 près. Mais c'est quand même des tendances qui disent que voilà, il va falloir faire très attention à la façon de gouverner. Majoritaire, mais je trouve, j'entends ce que vous dites. En 74, Giscard l'emporte de 500 000 voix. Dans un septennat très dur, où il s'est fait attaquer de toutes parts, jamais marchait. Qui n'était pas un tendre. Jamais, en fait, Mitterrand remette en cause ni la légalité, ni la légitimité. C'est dangereux. Je veux vous dire c'est dangereux. Il y a pour les personnes qui n'ont pas voté pour Macron, les législatives, les européennes. Si on dit quelqu'un qui a gagné une élection, il n'a pas vraiment gagné, c'est dangereux. Mais c'est pas parce que vous l'affirmez, c'est pas parce que vous l'affirmez. Je l'affirme pas, c'est notre système. C'est notre système. Attendez, si vous affirmez ça comme ça, et que vous ne changez rien à votre façon de gouverner, non mais laissez-moi finir mon raisonnement. Voilà, il n'y arrivera pas. Ce qu'on veut dire, c'est que en l'état des fractures, des clivages et de l'opposition, le fait d'être légitime ne lui donne pas le pouvoir, on n'a pas le droit il fait ce qu'il veut, mais le pouvoir de faire par exemple ce qu'il a fait en début du premier quinquennat. Il n'y arrivera pas en faisant comme ça. Donc ça doit, puisqu'il dit j'ai entendu et ça m'oblige, il va être obligé de s'y prendre autrement parce que jusqu'à présent les gens... Pas comment s'y prendre. Mais non, mais le problème c'est que la clé de tout ça, je le redis toujours, c'est le consentement. Si les gens ne sont pas globalement prêts à accepter, à assumer, voire éventuellement à subir ce qui ne leur convient pas, mais qu'à chaque fois qu'ils sortent dans la rue et qu'à chaque fois on fait une réforme édulcorée parce que finalement on n'a pas le courage ou on n'a pas la possibilité pour le faire, eh bien on n'arrive à rien. C'est ce qui s'est passé en 2002 avec Jacques Chirac qui a fait comme 5 années relativement perdues pour la France. Il faut faire attention. Et Bruno Le Maire vient de dire qu'il n'exclut pas de faire appel au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ça commence bien. Ça commence bien. Oui, mais alors écoutez, là on a un vrai sujet. Au-delà des sondages, des abstentions, etc., on est un pays fracturé qu'il faut réformer. Donc il n'y a pas le choix. Ou on a un type qui a une vision, une volonté, qui dit je trace, j'ai 5 ans, je réforme la France. C'est quoi la vision, on est foutu. La vision, justement, on l'a pas. Oui, parce qu'il a dit qu'il voulait une autre méthode, mais on ne sait toujours pas quelle est cette autre méthode. Chose, c'est clair. Et puis la méthode, mais attendez, il faut inventer quelque chose, mais pour faire quoi? C'est ça le problème. Or, par exemple, on a zappé complètement, alors vous allez dire que, évidemment, je pense aux entreprises, mais on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire pour donner un peu d'autonomie aux entreprises. On est en train de dire pouvoir d'achat et les gens attendent que ce soit l'État qui paie. En gros, c'est ça. Augmenter les retraites, la prime des infirmières. J'en voyais une qui disait c'est une honte, on aura en plus que 140 € de l'État. Donc il promet pour le pouvoir d'achat, il ne peut pas tenir. Et l'écologie, c'est bien, on est tous d'accord. Sauf que l'écologie, il a commencé par tacler les entreprises, car elles sont responsables de pas mal de choses. Et pourtant, elles sont très en avance. Non, mais vous avez raison. Mais là, je voudrais qu'on reste un peu sur on ne va pas rester sur des sondages indéfiniment. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vision? Mais c'est très intéressant parce qu'on parle d'une France fracturée. On le sait quand même, mais on sait qu'elle est complètement. Non, parce que c'est intéressant. Il y a eu. C'est Valérie qui anime. Oui. Il y a eu. Je veux dire, on ne va pas parler de l'entreprise pendant 3 heures non plus. Non, mais pas non plus des sondages. On va pas s'énerver. Mais je parle pas. Si, parce que c'était quand même pas des sondages, parce qu'on a évoqué ce qu'il y avait évoqué, mais il y a des enquêtes et des études sur le comportement des Français, des explications du vote qui sont. Un bulletin ne parle pas, comme vous le savez. Mais sur les jeunes, moi j'ai reçu
alors je ne sais pas d'où ça émanait, un sondage selon lequel les jeunes avaient voté Macron en masse. Oui, alors Marine Le Pen. Je suis désolé, c'est pas tout à fait Non, le cas. alors, Dans notre sondage j'ai vu le même officiel que Sud Radio, TF1 et Match, on a 68% des primo-votants qui ont voté Emmanuel Macron. Ils se sont aussi plus abstenus que la moyenne. Et ce qui est intéressant, autant il n'y a pas eu un passage rapide du vote Mélenchon au vote Macron d'une manière générale. Il y a eu dans notre sondage jour du vote 42% des électeurs Mélenchon premier tour qui ont choisi Emmanuel Macron, 45% le vote blanc et nul ou l'abstention. Autant chez les jeunes, le vote Mélenchon, qui était un vote aussi de barrage à Marine Le Pen, c'est vite répercuté sur le vote Mélenchon. A contrario, ça n'a rien à voir. Regardez les résultats en Guadeloupe, en Martinique, le vote de colère Mélenchon, mais est passé sans aucune difficulté sur un vote Le Pen qui est archi majoritaire. On ne pouvait pas le dire avant 20h. Avec 60%, 70, je crois, 68 en Martinique. J'ai lu ce matin que les jeunes avaient voté moins pour lui en 2022 qu'en 2017. Ah mais c'est tout à fait vrai aussi. En 2017, on était de mémoire à presque 80%. Et les vieux de plus de 60 ans ont voté à 70% Macron, non ? Tout à fait. Ils ont été tellement contents de la manière dont ils ont été soignés, protégés, coucounés, vaccinés. Dans les Outre-mer, il y a une faible participation. Elle a été très inférieure à la moyenne. C'est pour ça que notre estimation de la participation donnait 26% en métropole, mais les sondages ne sont faits malheureusement pour des questions de coût et de délai qu'en métropole. Il y a aussi cette France ultramarine qui vote moins, qui a voté très fortement Mélenchon au premier tour. Je crois qu'il a dépassé parfois des 50%, dans certains territoires et qui s'est plus abstenu au second. Oui. Sur cette France fracturée, parce qu'aujourd'hui, ça va être, on l'a dit, 13 millions d'électeurs pour Marine Le Pen, 13 millions à peu près, 15 millions entre l'abstention, les votes blancs, les votes nuls. Il y a ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. On va peut-être pas, la suite. La suite, ça va être le troisième tour dont tout le monde parle, là, aux législatives. Oui, sauf que c'est pas une élection présidentielle, le troisième tour. D'accord, et surtout que les gens participent beaucoup moins au troisième tour, entre guillemets, ce qui est appelé le troisième tour, les élections législatives. Non, mais la France, c'est sûr, elle est coupée en deux. Mais j'ai envie de vous dire, honnêtement, c'est un peu pareil. En 4 ? Non, mais en 4, en 7, en 8 peut-être. Mais c'est un peu pareil à chaque élection. Je suis désolé. Non. Là, c'est peut-être un petit peu plus virulent et un petit peu plus violent parce qu'il n'y a pas eu de campagne. Mais au lendemain de toutes les élections présidentielles, rappelez-vous, en 2012, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy et François Hollande, la France était fracturée en deux. J'ai l'impression qu'il y avait une haine qu'il n'y avait pas dans les autres élections. Franchement, quand moi je me rappelle, parce que je la couvrais l'élection présidentielle de 2012 et celle de 2017, pour le coup, vous aviez une haine envers Nicolas Sarkozy qui était gigantesque. Vous aviez une haine en 2017 envers François Hollande qui était gigantesque. Il n'a même pas pu se présenter à l'élection présidentielle en 2017. C'était peut-être pas de la haine pour François Hollande. Il y avait une forme d'indifférence également. Mépris, moi, j'avais parlé d'impopularité tranquille. Mais Sarkozy, il avait un socle vraiment. Il y avait des fans. Il y avait des fans. Là, hier, c'était pas la joie quand même. On peut. Au Champ de Mars, c'était pas. Il y avait un DJ quand même. Moi, j'y étais parce que je la couvrais. Justement, c'est lamentable, DJ. Non, pourquoi Sophie ? Non, mais il y avait plus d'ambiance avant que le président élu. Alors qu'à The Musette, ça aurait été mieux. Non, mais ce qui est quand même assez frappant dans cette séquence politique qui finalement est beaucoup plus profonde en termes de conséquences que ce qui s'est passé en 2017, parce que là on assiste effectivement à la fin de la vie classique des partis de gouvernement qui étaient aux affaires depuis plus de 60 ans. Mais cette espèce de tripolarisation de la vie, mais avec deux blocs qui sont beaucoup plus radicaux. Avant, il y avait des alternances qui s'opéraient entre, je dirais, des mouvements qui étaient capables de s'assembler, de se succéder de manière assez paisible. Il n'y avait pas de menace sur la sécurité civile à l'issue de l'élection. Et on était d'accord pour, on allait subir pendant 5 ans l'adversaire, mais on n'était pas... Là, on a une adversité quand même qui est farouche, de deux blocs qui portent des projets radicaux et qui ne sont pas du tout prêts à jouer le jeu. D'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon dit « élisez-moi comme Premier ministre », il envoie un message extrêmement malin. Ils disent parce que finalement, si on arrive au mois de juin avec une majorité de gauche, Emmanuel Macron sera obligé de choisir un Premier ministre qui ne pourra pas faire autrement, qui sera imposé par la majorité des urnes à l'Assemblée nationale, ce qui est un message qui est très intelligent de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et de fait, on sera en cohabitation. Et ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai lu encore un sondage, je ne sais pas si c'est un sondage IFOP, 63% des Français ce matin aimeraient qu'il y ait une cohabitation en juin. 68 chez nous, ça reste, ça relève du vœu pieux, mais c'est absolument incroyable ce chiffre. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
débat. De retour avec vous, avec Alexandre Malafaille, Alex Darmon, Frédéric Dabi, Sophie de Menton, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, vous exprimer après la réélection d'Emmanuel Macron. On sent beaucoup de colère sur Facebook. Je ne peux pas vous lire tous les messages, mais en tout cas, appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez du résultat de cette élection. Frédéric Dabi, vous vouliez réagir à sur ce qu'a dit Alexandre. C'est vrai que notre sondage jour du vote, où on travaille sur la sociologie, le profil des deux électorats Macron-Le Pen, montre à quel point il y a des fractures et c'est très antagoniste. Par le passé, il y avait, pour être caricatural, des ouvriers qui votaient sans problème à droite. Le RPR avait beaucoup d'ouvriers. Il y avait des revenus élevés qui votaient à gauche. Ça a complètement volé en éclats. Vous avez un diplôme inférieur au bac, vous votez très certainement Marine Le Pen. Vous avez un diplôme supérieur, vous votez Emmanuel Macron. Vous avez plus de 65 ans et vous êtes retraité, vous votez on vote pour sa Macron, même si par rapport à 2017, il perd des points dans son cœur de cible. Les cadres supérieurs, 74%. Le niveau de vie, en dessous de 1500 € par mois, au-dessus, vous avez des votes vraiment antagonistes. La facturation est là. En 2017, on avait été frappé par 4 France qui se faisaient face. Parce que ce soit Macron, Le Pen, Mélenchon, Fillon, ils étaient entre 20 et 24%. Là, il y a 3 blocs. Le bloc Macron, qui a d'ailleurs mangé la droite républicaine, le bloc Le Pen et le bloc Mélenchon. Et c'est vrai que cette bataille des législatives peut être intéressante. Les sondages qui disent que les Français veulent une cohabitation, pour moi, relèvent du vœu pieux dans la mesure où il y a un enjeu de mobilisation. On sait que depuis que les législatives ont été placées après la présidentielle, le camp du vainqueur est surmobilisé, le camp des électorats perdants est démobilisé. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une stimulation qui va être plus forte que par le passé. On peut avoir des surprises. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aussi essayer de dire, voilà, on a un président de la République, il est élu démocratiquement, la situation du monde est dangereuse. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui essayer de ravaler un peu le fait qu'on a voté Macron alors qu'on l'aimait pas, ou on n'a pas voté un tel, etc. et essayer de construire ce pays? Parce que, à force d'insister sur ces fractures en permanence, cette haine, etc., on va vraiment risquer quelque chose de grave. Je pense qu'aujourd'hui, non mais sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, chaque Français, moi j'ai envie qui soit élu, même si je ne suis pas d'accord, j'ai envie d'intervenir, d'essayer de peser, de dire comment est-ce qu'on fait, d'accepter certaines choses. Il va falloir qu'il y ait une pédagogie. Il y a des réformes qui sont peut-être pas sympas de faire travailler certaines personnes plus longtemps alors que c'était difficile, mais on est obligé de le faire. Il faut une pédagogie, il faut un peu qu'on se remonte le moral aussi. Mais on est dans un trou là. On est absolument d'accord. Et moi ce matin, je le dis sans aucune ambiguïté, moi je souhaite qu'Emmanuel Macron réussisse ce quinquennat. Le précédent ne peut pas être qualifié pour moi d'une réussite sur toute la ligne. Il a fait des choses, mais il y a beaucoup d'impasses, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de difficultés à gouverner correctement ce pays, et il a appris peut-être, je l'espère, pour ce deuxième quinquennat. Il faut qu'il réussisse parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Qu'il fasse à peu près ce à quoi il s'était engagé. Mais là encore, ça pose une fois de plus la question du comment il va s'y prendre, avec qui va le faire. C'est absolument stratégique. Je prends l'exemple d'hier soir du choix. Non mais je prends l'exemple d'hier soir du choix de la Tour Eiffel comme lieu symbolique pour fêter sa victoire, même si ça a été placé sur la tonalité, on va dire, de l'humilité assez. Mais bon, mais la Tour Eiffel, c'est quand même un symbole. Moi, j'aurais choisi un lieu, étant donné l'état du pays, j'aurais choisi un lieu peut-être plus sensible en résonance, comme par exemple, je parle, place de la République, qui aurait fait un peu plus de concorde. En plus, Macron, il fait du en même temps à droite et à gauche. Il aurait pu aller là. On aurait même pu choisir un lieu encore plus symbolique, un lieu qui incarne, vous voyez, la solidarité. Je dis pas peut-être le parvis d'un hôpital, j'en sais rien, mais montrer qu'il y avait une forme de volonté de symboliser. J'en sais rien, de symboliser autrement que par simplement cette espèce de grand phallus sur le place de la Concorde. C'était plus une revanche il y a 5 ans. Le Champ de Mars, il voulait le faire il y a 5 ans. On lui avait refusé. Anne Hidalgo lui avait refusé. Il faut penser au symbole que ça envoie. Selon mes informations, elle le lui avait refusé encore une fois. Je sais que Sud Radio est une radio très très pro Anne Hidalgo. Je veux simplement dire qu'en 2017, il y avait une comment dire une visite du comité olympique sur les sites de Paris après ce type de rassemblement, le Champ de Mars aurait été mais je crois que la réponse n'a pas été oui tout de suite cette fois-ci. On a Olivier en ligne. Bonjour Olivier. Et bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron? Non, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Donc, j'ai voté au premier tour pour Fabien Roussel et j'ai voté au second tour pour Marine Le Pen. Voilà, donc je suis pas fier d'avoir voté RN, ça, qu'on se le dise. Mais en fait, je pouvais pas voter pour Emmanuel Macron vu les fractures quand même sociales qu'il y a eu pendant ces 5 dernières années.
Ça a été quand même catastrophique. Donc pour moi, je trouve que tout a été fait durant la campagne par les médias et les bords politiques, surtout la République en marche, pour qu'Emmanuel Macron se retrouve au second tour en face de Le Pen. Et comme en 2017, Macron a été élu en se retrouvant devant le RN. Donc je trouve que c'est pas un exploit non plus. Hein. Et voilà, donc ouais. Je trouve voilà, c'est quand même voilà, le peuple, on voit que le pays est divisé. Hein. Le pays, pour moi, je trouve il sera ingouvernable. Il y aura deux France, celle des campagnes et celle des villes. On s'en aperçoit suite au vote. Voilà, je trouve que. Alors effectivement, il y a des. Merci Olivier d'avoir appelé. Voilà. Alors est-ce qu'il y a un vote effectivement plus des campagnes? Moi, je vois dans certaines régions où j'ai de la famille dans le centre de la France, Marine Le Pen est arrivée en tête dans des villages où il y a 500, 600 habitants. Et je regardais ce matin les chiffres, Frédéric, en région parisienne. Je voyais qu'à Livry-Gargan, par exemple, 36,9% des électeurs ont voté Marine Le Pen. À Montfermeil, 39,2%. À Drancy, 35,6%. Donc c'est pas qu'une histoire de vie non plus. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'empathie? Parce que, pardonnez-moi, je vais revenir dessus, mais on ne peut pas dire un mot sur Marine Le Pen sans être accusé de lepénisme, etc. Ce n'est pas le cas. Cette femme a dégagé une empathie, a su parler aux gens. Elle a été très bonne. Je veux dire, si les gens ont voté pour elle, c'est parce que, c'est vrai, c'était un visage sympathique. On l'a reçu au mouvement patronal, on a reçu à Éthique tous les candidats. Elle écoute, elle a eu un visage, mais vraiment sympathique, avec un président Macron complètement absent. Moi, je pense qu'elle a eu des voix parce qu'elle a été bonne. Mais dans les sondages, je ne voulais pas qu'on parle des sondages, mais dans les enquêtes d'opinion, elle ressort sur la plus à même d'aider pour le pouvoir d'achat, contre l'insécurité. C'était une enquête Sud Radio faite au lendemain du second tour. 2 points. Sur les communes rurales, Marine Le Pen est majoritaire à 52%. Alors, dans la ruralité, il y a vraiment une vraie diversité. J'ai toujours du mal quand on dit une ruralité, tout va mal, et dans les grandes agglos, les grandes métropoles, tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est vrai que sur l'image de Marine Le Pen, moi j'avais dit que son image c'était chiracisée, elle apparaît sympathique, elle crée de la proximité identificatoire, elle a fait des très bons scores auprès des femmes, auprès des jeunes femmes, elle apparaît des familles monoparentales. Et c'est vrai que sur la question qui est-ce qui est la plus à même de connaître les préoccupations des Français et d'améliorer la situation en matière de pouvoir d'achat, elle a nettement surclassé Emmanuel Macron. Je voudrais rebondir sur ce que disait votre auditeur, parce que c'est frappant ce type de comportement électoral, et je comprends qu'il ait fait un vrai choix de conviction au premier tour, et puis après il fait un barrage, lui aussi il fait un barrage à Emmanuel Macron. C'est embêtant, il a dit j'ai honte. Oui, mais il le dit parce que il a fait un front républicain à l'envers, parce que là encore, pardon, mais si la manière de gouverner la France avait été aussi républicaine que ça depuis 20 ou 30 ans, peut-être qu'on aurait moins d'extrêmes en train de se radicaliser. Voilà, je ferme ma parenthèse. Mais là où il faut qu'Emmanuel Macron fasse attention, c'est que les mots, il peut pas trop jouer avec. Hier soir, j'ai quand même entendu dire que personne ne sera laissé au bord du chemin. Bon, c'est bien de dire ça, c'est gentil, mais plus personne le croit. C'est ça, et que donc votre électeur là, il est pas sensible à ça. Lui, il attend des preuves, des actes, et en fait, il représente cette France qui est aujourd'hui en grande difficulté, qui va voter de manière radicale parce que c'est une France qui décroche. Il y a ceux qui aujourd'hui, il y a ceux qui s'accrochent et qui vont réussir dans cette dynamique mondialisée, etc. L'économie qui va bien, plutôt les métropoles, etc. Mais dans les quartiers, on voit que c'est très compliqué, et dans la ruralité, c'est très compliqué. Cette France qui décroche, aujourd'hui, elle a le sentiment qu'on l'a oubliée, et c'est vrai que le quinquennat qui vient de passer n'a pas fait grand-chose pour la rassurer. Est-ce qu'il est capable d'avoir un gouvernement qui serait un gouvernement un peu représentatif des différents partis, non pas une véritable cohabitation, mais je pense que c'est très important. Je pense que, par exemple, il y aurait dans un gouvernement après les élections législatives un Bardella ou quelqu'un du FN. Non mais d'accord, attendez, vous avez vu le nombre de 13 millions de voix. Je parle de quelqu'un d'autre. Mais déjà la dernière fois aussi. Alors, en fait, ce qui est très gênant, tout ce que vous dites, j'entends tout ce que vous dites. D'abord, le témoignage d'Olivier est très important. Parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a une fracture, qu'il y a des barrages. Il illustre tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et vous avez raison. Il fait barrage dans l'autre sens. C'est aussi ça la politique. Fait faire preuve de choix. Partout dans les autres pays. Non, attendez, si vous voulez qu'on parle des autres pays et qu'on parle de légitimité politique dans les autres pays, on peut en parler. Parce qu'en Allemagne, quand vous voyez que le chancelier il est élu qu'avec 25% des voix.
On peut en parler. Oui, mais le système politique, excusez-moi, il est respecté. Ça c'est après parce que les Allemands sont peut-être plus disciplinés que nous aussi. Ils sont très difficiles. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est très gênant depuis tout à l'heure, tout ce qui est dit, c'est que moi je suis complètement ouvert au fait qu'il faut revoir le système démocratique, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des états généraux de la justice, ça existe en ce moment. Pourquoi pas faire des états généraux de la démocratie? C'est ce qui avait été fait avec le grand débat. Ça a rien donné. Mais là peut-être qu'il faut se fixer des objectifs et des limites. Ça sert à rien. Mais attendez, je sais pas si ça sert à rien, mais en tout cas, on peut pas dire aujourd'hui ce matin qu'il n'est pas légitime, mais on n'a pas dit ça. Non mais attendez, je termine. Alors, vous n'avez pas dit ça, mais qu'il est peut-être pas légitime, en tout cas il va falloir qu'il écoute, qu'il entende, que machin. Oui. On sort quand même de 5 ans où il a eu 2 crises. Une crise des Gilets jaunes, qu'il n'a pas forcément provoquée directement, même si par ses mots et par ses attitudes, il l'a entretenue, cette crise, et une crise du Covid, vous m'accorderez qu'il n'est pas responsable de cela pendant 2 ans. Mais au début du quinquennat, rappelez-vous, il a commencé à réformer le pays. Ouais. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il a quand même fait des réformes très importantes sur le milieu de l'éducation nationale. Quand il a fait le dédoublement... Attendez, ne dites pas non. Quand il a fait et je ne prends pas sa défense. Je dis simplement qu'il faut remettre les choses en perspective. On sort d'une période où tout le monde est crevé, tout le monde est fatigué. Les législatives, vous allez voir, ça va être pour moi une catastrophe en termes d'énergie et des gens qui vont se présenter, des gens qui vont aller voter. Donc, il faut quand même remettre les choses en perspective. Au début du quinquennat, il avait commencé à réformer, que ça plaise ou non. Il y a eu, à mon avis, cette variable, la retraite, c'est ce que j'allais dire. Les retraites, il l'a complètement raté parce qu'il n'a pas voulu tenir. Mais après, on verra bien. On verra bien. Il n'y aura pas cet état de grâce, en tout cas, c'est certain. Ces 100 jours, il les aura pas parce que les gens on n'a jamais connu cette situation. Voilà, exactement. Il est déjà aux affaires. Donc tout ce qui fraye, on lui reprochera tout de suite. Pour rebondir sur ce que vous disiez, la passation du pouvoir, ça va être comment? Il va se passer? Le point sensible quand même, c'est que en 2017, il avait promis le renouveau démocratique, et aujourd'hui, on est plutôt comme le sentiment d'avoir une espèce de crépuscule démocratique, où si on ne change pas, en effet, la manière de fabriquer de l'adhésion, la manière de consulter les Français. La démocratie doit évoluer, les modes de scrutin. Sans doute, Marine Le Pen aura peu de députés alors qu'elle a fait 14 millions de voix. Exactement. Donc toutes ces questions-là, si on les traite pas, il l'avait promis, il l'a pas tenu, et c'est un sujet majeur. On va parler de ce renouveau démocratique et puis ce discours qui était assez plat hier, assez creux. Comme le premier tour. Oui, mais là c'était particulièrement creux. On y revient dans un instant avec vos appels 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio, et on a Philippe de Libourne qui est en ligne, qui voulait réagir. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous nos invités. Je ne sais pas si Frédéric Gabier est là encore. Si, il est là. Donc en fait, moi bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que moi, par exemple, je suis un électeur depuis que je vote, il y a longtemps que je vote que pour des Le Pen. Et que en 2017, j'avais dit que ce serait terminé le vote Le Pen. Et du coup, j'attendais quelqu'un qui présente mieux mes idées et qui puisse gagner, justement. Et quand j'ai vu Éric Zemmour arriver, j'ai pensé que c'était lui, je le pense toujours. Et du coup, en fait, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont voté utile au premier tour parce qu'ils avaient peur de Mélenchon. Et par contre, là, maintenant, on s'est décomplexé. Là, c'est fini. Vraiment fini le vote Le Pen. C'est une machine à perdre, une malédiction pour notre camp national, pour les patriotes, pour tout le monde. C'est une malédiction, cette femme. Et ce nom aussi, d'ailleurs. Et donc, du coup, on va se recentrer. Et je pense qu'il va y avoir des énormes surprises. Je pense qu'elle est vraiment finie cette fois-ci. Et que, du coup, c'est une bonne nouvelle, en fait, cette victoire de Macron et cette défaite de Marine Le Pen. Parce que de toute façon, tout le camp national va se réorganiser pour mettre en orbite, je pense, Éric Zemmour ou peut-être Marion. Alors c'est paradoxal, mais pour moi, c'est pas une Le Pen. C'est justement ce qui est paradoxal, c'est qu'elle n'a pas du tout les défauts des Le Pen. Voilà. Bon, bah écoutez, et là vous avez voté quoi alors là au second tour? Alors du coup, là j'ai voté Marine Le Pen avec vraiment, j'ai pas eu le choix parce que mon aversion. Voilà, mon aversion pour Macron est beaucoup plus importante. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai dû faire barrage contre Macron, mais c'est vraiment la dernière fois, c'est vraiment la dernière. Alors. Et tous ceux autour de moi, j'ai vraiment ceux qui pensent comme moi, il y en a beaucoup qui c'était la dernière fois là. Ouais. Donc je pense qu'il ne faudra pas non plus penser qu'elle a gagné. Alors de toute façon, elle est tout le temps contente qu'elle perd. Il n'y a qu'à voir en 2017, elle dansait. Là hier, il mangeait des petits fours, il buvait du champagne. Franchement, les gens ils en ont plein le dos pour être poli. Donc voilà, il faut que ça se réorganise et ça va pas se réorganiser au RN. De toute façon, ce parti, il est vide. Il n'y a plus de cadres, il n'y a plus de militants, il n'y a plus de. Il y a 13
13 millions d'électeurs. Parce que les vrais électeurs de Marine Le Pen et du RN, il n'y en a plus beaucoup. 13 millions, il y en a déjà plus que pour Éric Zemmour, si on fait le compte. Les électeurs par défaut, c'est ça. Non, mais pour Éric Zemmour, vous auriez pu voter Éric Zemmour au premier tour. Mais parce qu'on avait plus peur de Mélenchon. On vote par peur, en fait. On a peur de Mélenchon, on a peur de Macron. En fait, on vote... les Français, franchement, ils sont... Enfin, ce camp, ils sont formidables parce que ils arrivent, c'est l'intelligence collective pour évincer Mélenchon, mais parce que ça aurait été encore pire si on avait eu Mélenchon-Macron. Franchement, ça aurait été catastrophique pour nous. Alors, Alex Armand voulait vous répondre. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Philippe, pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est que c'est la première fois que moi j'entends quelque part qu'on dit qu'on vote aussi par peur du côté de Marine Le Pen, pas que du côté de Macron, et qu'on vote pas par adhésion pour Marine Le Pen. Et donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il y a Marine Le Pen dans son discours. Après, elle dit qu'elle va continuer, qu'elle va pas s'arrêter. On n'en a pas parlé depuis le début, mais moi j'étais sûr que c'était sa dernière élection. Et hier, elle annonce qu'elle veut continuer. Et la troisième chose, c'est qu'en parallèle, et Philippe, vous dites que vous allez voter Zemmour aux législatives. Éric Zemmour est l'un des premiers à s'exprimer hier en disant que Marine Le Pen est finie complètement, qu'il le répète depuis. Qu'il faut quand même voter pour. Pas hier. Hier, il dit qu'il va se présenter, qu'il faut faire une nouvelle droite nationale et installer une nouvelle droite nationale qui va passer par lui. Donc, en fait, quand on est en train de dire que les législatives vont être compliquées et pour la gauche, pour l'unification de la gauche, et pour Emmanuel Macron, je pense aussi qu'elles vont être très dures pour ces législatives, pour le camp national, entre guillemets, le camp de Marine Le Pen et le camp d'Éric Zemmour, parce que il va y avoir aussi à nouveau une nouvelle façon et une nouvelle façon de dessiner la droite nationale. C'est ce que nous dit Philippe et que j'entends. Et vous croyez pas que pour les législatives, on vote pour son député? Parce que finalement, les gens, ils en ont ras-le-bol. Ils ont de la politicaillerie non-stop. C'est pas ce qu'on a vu dans les dernières élections. Et là, ils vont pas voter pour leur député. Alors, peut-être qu'il y a des sortants qui sont bien enracinés. Quand on prend le score de Valérie Pécresse et qu'on l'applique, on se dit que LR fera 0 député. Il y a bien sûr énormément de députés LR très bien implantés. Mais c'est vrai qu'en 2017, on a vu de parfaits inconnus ou des gens qui avaient été candidats. Ils étaient portés par autre chose. Mais comme à chaque fois, il y a une dynamique. Voilà, c'est l'effet de souffle post-présidence. Il n'y a pas la même dynamique, là on le verra. C'est pas pareil quand c'est une réélection. Vous faisiez référence, je crois, tout à l'heure à 1988, où François Mitterrand, c'est plutôt Alex Chabot qui le faisait tout à l'heure, je confonds d'émission, qui avait dit il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne. Il n'y aura peut-être pas l'effet de souffle aussi fort qu'en 2017, mais sans doute que faudrait être un député très bien implanté pour pouvoir tenir face à cet effet de souffle. Mais sur ce qu'a dit votre auditeur, quand même, il faut entendre, il y a des choses très intéressantes qui sont sorties. C'est vrai que quelque part, lui dit nous, on a aussi peur du projet de Mélenchon que d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que quand vous regardez le projet de Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, on se dit tiens, c'est vrai que ça risque de secouer le pays quand même, et de secouer pas mal de gens. Et après, par contre, ce qui est vrai aussi, c'est ce qui a été confirmé par le premier tour, il y a eu vraiment, et c'est ce qui explique la fin des grands partis traditionnels, c'est qu'il y a eu un vote utile tout de suite. Ça, c'est très intéressant. C'est la première fois que ça s'est manifesté à ce point-là. Enfin, on va dire, imaginez, Anne Hidalgo, on n'est pas surpris qu'elle ait fait un score assez modeste, mais enfin, à ce niveau-là, personne n'aurait pronostiqué. Personne n'aurait pensé que Valérie Pécresse serait à 4-8, quoi. C'est quand même absolument vertigineux ce qui s'est passé sur ce. Et ce vote utile, il l'a très bien dit, c'est une des clés du premier tour et de l'explication de ce qui se passe dans le pays, quoi. On a Abdel en ligne avec nous. Bonjour Abdel. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. À vous. Écoutez, moi je suis très déçu. Mais vraiment, c'est la première fois depuis que, en fait, je suis venu moi en France en 2000. J'ai vécu un peu partout par le travail de mes parents. Et pour la première fois, je pense que je vais vraiment quitter le pays, en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai l'impression que notre Jupiter va nous sacrifier. Il l'a fait pendant 5 ans, il nous a dirigés. Nous les Français, vous savez, nous les citoyens. Le peuple, comme dirait Offray, sur lequel le pouvoir s'exerce. Mais alors, vous voulez partir où ? Moi, je pourrais, par mon travail, par concours de circonstances, je pourrais partir plutôt en Angleterre, parce que tout simplement, je parle anglais, et puis au moins eux, ils ont, je m'excuse pour le terme, ils ont les couilles d'assumer ce qu'ils sont, quoi. Ils sont partis, ils sont souverains. Je veux en fait être dans un pays souverain, tout simplement. Je ne demande rien au monde, je veux pas. En Suisse, ils sont beaucoup trop neutres, ils sont beaucoup, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous fait peur dans le prochain quinquennat ? Alors, je vais vous dire. Moi, en fait, mon enfance, j'ai vécu dans un pays qui était l'Algérie.
Et je l'ai vu se transformer en jeune démocratie, pas complètement complète, quoi, en totalitarisme presque poutinien. D'accord ? Je l'ai vu se transformer. On a connu ça dans une guerre civile sanglante islamiste qui est passée sous les radars. Enfin bref. Ouais. Et je suis en train de voir, pendant ces 5 ans, exactement les mêmes transformations. Donc ce monsieur qui se dit qu'on va renouer avec la démocratie, je pense que ça nous a quand même pas échappé, qui nous a gouverné avec des conseils de défense pendant 2 ans pour un virus certes mortel et que certes il tuait, mais qu'on avait quand même beaucoup d'autres pays qui ont fait autrement, qui ont réussi mieux que nous. Pas forcément. On va pas faire. On va. Oui, bah oui. On va pas faire. Je pense pas que ce soit moins pire, en tout cas. Enfin, je vois pas. Moi, par exemple, peut-être que c'est. En tout cas, moi, je ne les perçois pas comme moins pire. Sans parler de la Suède, sans parler des Indes qui n'ont pas vacciné et que si vraiment ils étaient aussi mortels sans quelques soins, ils seront pas à 500 millions, mais quand même à 500 millions de morts, pas à 10 millions, parce qu'ils sont quand même 1,5 milliard. Enfin, bref. Mais Abdel, oui, donc c'est ce qui vous fait peur. Mais vous savez en Angleterre, vous devrez avoir une mutuelle privée, vous devrez payer votre santé. Il y a plein de choses que vous n'aurez plus non plus. Il y a une couverture sociale en France qui existe et un certain nombre de prestations, le chômage, le coût des transports, le coût des logements. Il y a quand même c'est quoi? C'est la phrase de les Français pensent vivre en enfer. Alors la France est un paradis dont les habitants pensent vivre en enfer. C'est très illustré par ce que dit monsieur. Mais vous pensez, oui, que vous serez mieux en Angleterre? Non, je vous assure. Non, pas par rapport à leur modèle social. Bien au contraire, c'est par rapport à leur souveraineté. Bien au contraire, moi, le modèle social français, je confirme que pour moi, c'est réellement le paradis. Je ne le remets pas du tout en cause, en fait. C'est que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de dire par rapport à la France, c'est ça qui est menacé par Macron. Ouais. Voilà. Vous avez voté pour qui, Abdel? Alors, moi, j'ai voté au début pour Nicolas Dupont-Aignan, parce que c'est lui le plus souverainiste de tous. Au deuxième tour, j'ai voté Le Pen. Après, moi, je sais que nos politiciens, il manque beaucoup de créativité, beaucoup, parce que moi, j'aurais voulu, par exemple, d'être complètement subjugué, surpris. Je me suis dit, en fait, l'esprit français n'est pas aussi, il n'a pas perdu sa créativité, et que Mélenchon nous sort une sorte de, nous allons faire une sorte de conseil national de la résistance et dire à Madame Le Pen, oui, vous êtes notre ennemi politique, oui, vous êtes notre adversaire, nous n'avons rien à voir avec vous, mais pour ce qui est intérêt supérieur à tous les citoyens français, faire barrage à ce monsieur qui s'appelle Macron. Et je ne sais pas moi, soit construire une sorte de la confusion générale, non? Non, il exprime une idée je crois pas. claire. Je vous assure que en fait, je crois vraiment pas que ça aurait été la confusion, bien au contraire. Je crois que ça aurait complètement fait ressortir toutes les frustrations qui sont en train de fracturer le pays, en fait. Très bien. Abdel, je suis obligée de vous interrompre parce que c'est l'heure de la pub. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Je voulais vous lire le tweet le message relayé par l'AFP de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique ainsi qu'une bonne santé. Et comme le dit notre confrère Thomas Negarov, personnellement, je ne serais pas très rassurée si Poutine me souhaitait une bonne santé. Moi non plus. C'est assez étrange comme formulation. Voilà, on se retrouve dans un instant après le journal et on continue à débattre. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Édition spéciale ce matin sur Sud Radio au lendemain du second tour de l'élection présidentielle avec la réélection d'Emmanuel Macron. On est ensemble avec Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne politique Les Indécis est disponible sur YouTube. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle le titre de votre livre La Fracture aux éditions Les Arènes. Et Sophie Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique, co-auteur et auteur de La France sans dessus-dessous, paru aux éditions Erol. De retour, Gilles Gansman pour un deuxième zapping politique.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Emmanuel Macron est donc réélu pour 5 ans et promis craché. Il a reçu le message des Français. C'est beaucoup de fierté d'avoir la confiance des Françaises et des Français. Et en même temps, beaucoup d'humilité parce que je suis lucide sur le besoin de continuer à avancer, avoir beaucoup, je le disais, à la fois d'ambition et de bienveillance pour notre pays et d'unité. Donc on se met à la tâche. Et il y avait évidemment beaucoup de ministres qui étaient présents sur le Champ de Mars. Et c'est les larmes aux yeux qu'Éric Dupond-Moretti a répondu à l'interview de France 2. Oui, Éric Dupond-Moretti, vous avez l'air d'être très ému. Vous pleurez ? Non, mais je suis ému, effectivement. Ouais. L'idée que la France bascule vers l'extrême droite, c'est quelque chose qui est pour nous tous absolument insupportable. Il y avait un bilan, il y avait un projet. Et puis le dernier élément, bien sûr, voilà, maintenant il faut continuer. Nous avons les législatives, bien sûr. Certains, vous l'avez vu, ont commencé les législatives avant même la fin du deuxième tour, avant le deuxième tour. Donc nous avons beaucoup de choses à dire. Encore une fois, projet contre projet. Et puis une soirée électorale triste où il n'y avait pas grand-chose sur les chaînes de télé. Vraiment pas beaucoup de ténors du PS ni de LR. Tous absents, sauf Rachida Dati. Ce qui s'annonce aujourd'hui, c'est évidemment de lancer ces législatives. Moi, je vous le dis, par exemple. Est-ce que c'est une main tendue? Non, mais je vous ai pas demandé de décoder mes propos, là. Je lui pose la question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors, Ah oui, c'était sur TF1. Elle en a remis une couche. Rachida s'est confrontée à Clémentine Autain sur BFM. Les animateurs ont essayé de la calmer. Clémentine Autain, c'est pour répondre. Parce que moi, sur le séparatisme. Rachida Dati, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, on peut pas s'entendre là. Allez-y, Clémentine Autain. Ça veut dire qu'on s'écoute et que je peux vous répondre. Eh ben oui, vous m'avez dit. Allez-y. Non, Rachida Dati, s'il vous plaît. Clémentine Autain, allez-y. Ok, allez-y. J'ai fait plus de 2 phrases et je vous réponds, Madame Dati. Franchement, c'est très pénible. Allez-y. On va y arriver, allez-y. C'est très pénible, ça c'est sûr. Quelqu'un comme moi, pour la gauche, c'est très pénible. Non, je crois pas. Très pénible. Tout ça sur le fond du DJ, vous avez entendu du Champ de Mars. J'aurais pu vous passer le DJ aussi en musique, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis alors là, elle est trop deg, Raquel Garrido, c'est quoi cette élection, c'est triché quoi. Je suis agacée, abasourdie même par... en fait, je trouve qu'il y a il nie la réalité. Ce soir, l'élection de Emmanuel Macron est le produit d'une démocratie qui ne fonctionne pas, justement. C'est parce que la démocratie ne fonctionne pas qu'on a pu réélire l'homme le plus détesté de France. Donc, à la maison, là, les gens, c'est un drame pour eux. Ils se disent qu'ils vont souffrir encore beaucoup plus pendant 5 ans. Il y avait des ministres tout à l'heure, ils dansaient là, à côté, sur les Champs de Mars, à côté de ces barrières. C'est insupportable. Je pense. Il y a 18 millions de gens qui sont contents, en tout cas. Oui, quand même. Oui. C'est la démocratie. Ah, c'est peut-être pas 18 millions de gens contents. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il a dit, il y a 18 millions de gens qui ont voté pour lui. Et en effet, là-dedans, il y a beaucoup de gens qui sont allés contre. Et peut-être la moitié également qui n'est pas voté pour lui. Je pense qu'il a globalement son socle de 2017. C'est-à-dire 98%, je crois, des gens du premier tour ont revoté pour lui au deuxième tour. Donc c'est une belle performance. En tout cas, elle n'a pas supporté de voir les ministres qui dansaient, qui bougeaient leur corps. Trop deg aussi les électeurs de Marine Le Pen sur les réseaux sociaux. Une vidéo a fait le buzz. Il s'agit d'habitants de Hénin-Beaumont qui apprennent en direct la défaite de leur candidate Marine Le Pen. Et là, c'est le cri de la violence. Alors, certains ont moqué cette scène sur les réseaux sociaux. C'est la France, c'est la France populaire, c'est la France des gens qui ont été déçus que Marine Le Pen ne soit pas élue. Effectivement, je vois quelques germano-pratins ironisés sur ces gens. C'est quoi des germano-pratins? Des gens de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Non, les intellectuels. Vous avez raison, il ne faut pas se moquer. On se souvient aussi des cris au tapis rouge en 2002, le 21 avril, pour les pros Lionel Jospin.
Hein, on a le droit de respecter la déception. Le soir des élections, c'est bien. Je voudrais que vous m'expliquiez une chose à propos de Jean-Luc Mélenchon. Et c'était le dessin ce matin de Rançon dans le Parisien. C'est Emmanuel Macron qui fait le signe de la victoire et Jean-Luc Mélenchon qui dit « Et maintenant, tu vas me nommer Premier ministre ». Et Marine Le Pen derrière lui dit « Et pourquoi pas moi ? J'ai eu plus de votes que toi ». Et effectivement, on a un Jean-Luc Mélenchon qui met le pied dans la porte, qui semble se trouver légitime pour être le Premier ministre, sauf que alors on anticipe un peu, on fait peut-être Madame Irma, mais il y a plus d'électeurs de droite ou plus d'électeurs de la droite extrême oui, mais dans ce que vous pouvez percevoir de la France. Non, mais Jean-Luc Mélenchon a fait un coup politique, stratégique. Il a bien sûr fait moins de voix que Marine Le Pen, sinon il aurait été au second tour. Je pense que j'apprends pas grand-chose, j'apporte pas beaucoup d'informations là dans mes propos. Il joue le troisième tour. Il joue aussi une forme, et je trouve ça, je l'ai dit, un peu dangereux, d'illégitimité d'un président qui a été élu non pas sur un vote d'adhésion mais un vote de rejet. En tout cas, je note que dans notre sondage jour du vote IFOP fiducial, il y a une majorité des électeurs d'Emmanuel Macron qui déclarent, c'est du déclaratif, avoir voté pour lui par adhésion plus que pour faire barrage ou pour empêcher que Marine Le Pen soit candidate, soit présidente. De la même manière, il y a plus d'électeurs Le Pen qui votent par adhésion que pour empêcher Emmanuel Macron de réaliser un second mandat. On a souvent dit que cette campagne c'était un rejet contre rejet. C'est pas faux, on a vu dans beaucoup de témoignages de vos éditeurs, mais il y avait aussi de l'adhésion. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon boude, il refuse même d'accepter le résultat du suffrage universel. Ses proches sur les plateaux remettent en cause les estimations. Là, il accepte à 20h30 ou 21h une défaite extrêmement juste. Il perd de 400 000 voix la place de qualification pour le second tour et lance déjà sa campagne pour les législatives. Politiquement, c'est plutôt extrêmement bien joué. Maintenant, il y a la question, on en parlait, de la mobilisation de son électorat, des électorats défaits, pour éviter que cette législative soit ce qu'on a vu en 2002, en 2007, en 2012 et il y a 5 ans, un vote de confirmation de la présidentielle. Vous oubliez de dire quelque chose quand même. Une question à Frédéric Dabi. Sur les simulations que vous avez pu faire, si ça avait été Mélenchon-Macron, vous avez une idée de ce que a fait Mélenchon? Alors, merci Alexandre pour votre question. Dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Match, quand il y a eu cette dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, qu'on a vu, même si on n'a pas donné le point d'arrivée à 22%, on a testé des seconds tours Mélenchon-Macron. C'était de mémoire 58-42, 59-41. Mais c'est très fragile avant la connaissance des résultats. C'est quand même important. C'était plus large que face à Marine Le Pen. Moi aussi, j'avais une dernière question. Est-ce que Mélenchon est perçu comme l'extrême gauche ou comme la gauche? Parce que c'est devenu plus du tout un tabou, les extrêmes. Il devrait y avoir un front républicain contre lui. L'extrême droite n'est plus un tabou et j'ai l'impression que l'extrême gauche non plus. Est-ce que c'est perçu comme l'extrême gauche? On a fait des enquêtes régulières pour le journal du dimanche sur qui incarne la gauche. Il incarne la gauche pour une majorité de Français. Mais c'est vrai qu'auprès de certains électeurs de gauche, sociodémocrates, écologistes, il apparaît comme une gauche radicale pour laquelle il ne voterait en aucune manière, même si on a vu à l'élection présidentielle que beaucoup d'électeurs de gauche qui n'avaient pas une image formidable de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour lui pour faire barrage dès le premier tour à Marine Le Pen et éviter le 3e 21 avril de suite. Mais Alex Armand, oui, non, rien de... Non, mais c'est toujours très clair avec Frédéric. Non, c'est très clair, mais c'est vrai que la présence, à la fois sur la forme et sur le fond de Jean-Luc Mélenchon, interroge sur ce troisième tour. Surtout qu'à mon avis, c'était pas très préparé, pour être tout à fait honnête, parce que quand vous lisez un peu à droite à gauche les articles, ça a plutôt été un coup de BFM qui a été réalisé. On lui demandait de revenir dans l'arène en lui disant qu'il faut annoncer quelque chose. Donc je sais même pas s'il avait envie d'y aller ou pas envie d'y aller, s'il avait vraiment décidé avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, s'il perdait, qu'il serait candidat aux législatives. On sait même pas où est-ce qu'il va être candidat aux législatives. Voilà, c'est plus pour prolonger un peu la fête entre guillemets. Mais il faudra voir aussi que le rapport des forces. Est-ce que vraiment il va y avoir une coalition de gauche qui va être réalisée? Moi j'ai du mal à y croire. Moi j'ai du mal à y croire et c'est vrai que Mélenchon, encore une fois, on néglige la part, il a un talent de tribun formidable. Donc c'est ça aussi qui le fait gagner beaucoup plus que ses idées. Il a un vrai programme. Hein.
Il a un vrai programme, d'accord ou pas d'accord, il a un vrai programme. Il l'a mal. Je voudrais juste dire que il faudrait avoir un front contre Mélenchon. Il est gravissime, son programme. C'est un programme qui détruit toute l'économie française. C'est le même programme économique Marine Le Pen dans ces cas-là. J'ai pas l'impression, mais si on va dans le peu importe, on va pas être dans les détails, mais il est avec et puis c'est quelqu'un de haineux. Et ça, c'est très grave. Une véritable haine de Mélenchon. Donc, je ne sais pas si on arrive à faire un parti et des législatives sur la base de cette haine. Moi, c'est vraiment ça qui me traumatise. Aujourd'hui, en France, il faut qu'on s'en sorte et qu'on arrête cette détestation. En tout cas, le Tahar Bouaf a annoncé qu'il serait candidat à Vénissieux. Je rappelle quand même que c'est un... Franchement, ça c'est dégueulasse. Vous dites le mot dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse. Qu'on mette un mec comme ça, qu'on investisse un mec comme ça, quand vous dites que les valeurs de votre parti, c'est l'ouverture sur l'autre, c'est le collectif, c'est le vivre ensemble et tout, et que vous investissez... Je parle même pas de son côté journaliste qui nous vend depuis 5 ans. Qui a raconté un bain de sang à Tolbiac. C'est lui qui avait dit ça. Qui a provoqué... Qui a été condamné pour avoir traité d'arabe de service. De pute blanche, une autre dame, parce que je suis désolé de dire le mot, mais c'est ce qu'il a dit. Enfin, c'est vraiment... Qui a dit que les journalistes de Charlie Hebdo étaient des pouilleux. Exactement, voilà. C'est des choses quand même qui peuvent choquer. Ah oui, vraiment. Et il est mélenchoniste. Et son côté journaliste aussi, c'est important, parce qu'on parlait des médias et de journalistes depuis le début. Ce côté journaliste qui nous vend depuis 5 ans, il a une carte de presse, ce monsieur. Il faudrait peut-être poser la question à la commission de la carte de presse. Absolument. Pourquoi ce monsieur a une carte de presse alors que en 2017 il était déjà candidat pour Jean-Luc Mélenchon et que pendant 5 ans il fait que des sujets autour des violences policières, autour de Jean-Luc Mélenchon, autour des gens qui gravitent autour de lui. Moi franchement j'ai du mal à comprendre comment on peut investir quelqu'un comme lui aux élections législatives. Alors on a Xavier en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Écoutez, je vous appelle parce que déjà j'ai réagi sur le fait que vous avez parlé des drapeaux européens au Champ de Mars. Mais moi, ça ne m'étonne pas vraiment, parce que j'ai quand même l'impression que Emmanuel Macron, il cherche à détruire un petit peu la souveraineté française pour nous mettre sous un gouvernement européen. Ah, on vous a perdu. Donc, c'est un coup d'Europe, ça. Alors, on a Philippe qui lui aussi souhaitait réagir. On retrouvera Xavier où on pourra parler de la souveraineté, effectivement. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour au plateau, bonjour à vous tous. Bonjour. De la Martinique. Ah, très bien. Il est quelle heure chez vous? Il est tôt, non Il est très tôt. Pardon? Il est très tôt, non, chez vous? Il est 5h14 pour être exact. Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-là? Moi, je travaille. C'est la France qui se lève tôt. Donc, je suis debout, je vous écoute depuis... Il écoute Sud Radio. Eh ben, c'est bien. Voilà, j'écoute Sud Radio depuis comment il s'appelle, Cécile Dominique, et puis après... Patrick Roger, oui, d'accord. Donc vous travaillez, vous écoutez la radio en travaillant, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, vu de Martinique, de cette élection? Ah ben alors, je ne vais rien cacher à personne. Vous savez qu'au premier tour, c'est Mélenchon qui est passé haut la main ici en Martinique. Ensuite, il a donné plus ou moins ses consignes, rien pour Le Pen, etc. Mais les gens n'ont pas écouté parce que Marine Le Pen est passée au second tour ici en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ça montre un peu aussi le rejet de ce personnage. Et alors, moi, il y a un truc qui me... Chez moi, on est 5. Pour vous dire le truc, on est 5 adultes à voter. Parents et enfants, d'accord? Il y a eu 2 votes Mélenchon, 2 votes Dupont-Aignan, 1 vote Le Pen. Au second tour, chez moi, tout le monde a voté Le Pen, même ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, je me demande, la question que je me pose aujourd'hui, c'est continuer avec cette politique qui ne convient à personne, en fait, parce qu'il y a plus la moitié de la France qui a dit non. Et nous, on est un peu, comment dirais-je, on est un peu surpris de voir qu'en métropole, il est passé à 58%, sachant que c'est quelqu'un qui n'est pas aimé, qui est quasiment détesté. On s'est dit, mais merde, ils ont perdu leur couille ou quoi? C'est pas possible. Des gens ici ont pleuré quand ils ont mis le bulletin de Le Pen dans l'urne. Et comment vous êtes passé de Mélenchon, ou en tout cas ceux dans votre famille sont passés de Mélenchon à Le Pen? C'était contre Macron, votre vote? Le rejet de Macron total. Il faut voir, mais la politique de Macron ici aux Antilles, il faut vous assurer qu'elle est extrêmement désastreuse. Oui, ben on l'a vu dans le vote. Ça va peut-être vous faire rire, mais on a une phrase ici qui dit Macron, il aura moins de mal à atterrir à Moscou qu'à atterrir à Fort-de-France.
Alors peut-être Frédéric Dabi, une réaction. Merci Philippe de nous avoir appelés. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Ce que dit Philippe, à qui je souhaite un bon travail aujourd'hui, est très représentatif d'un vote insulaire. Antilles, toutes les Antilles, Saint-Martin si je ne me trompe pas Saint-Barth, mais surtout Guadeloupe, Martinique, qui avait voté en gros à 3/4 en 2017 au second tour pour Emmanuel Macron, qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et le vote de colère de Jean-Luc Mélenchon est passé sans aucun problème, plus qu'en métropole, a pris le train Marine Le Pen. Pourquoi cette hostilité? Vous ne laissez jamais finir. Vous laissez finir. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous aviez beaucoup de parole. D'ailleurs, je vais vite me taire. Non, pas du tout, mais j'ai eu l'impression que... Non, mais c'est pas une question. Coupez pas la parole, Sophie. Non, mais pardon, Sophie, c'est la fatigue. Mais voilà, donc c'est vraiment c'était un vote de colère, c'est un vote sur la politique Covid du gouvernement, s'il y a un mélange d'antivax, il y a une question où le pouvoir d'achat est absolument plus central qu'en métropole dans ces territoires, et c'est vrai qu'on a été très frappé par les scores. Voilà, merci. Oui, Sophie. Je voulais demander à Frédéric, sans lui couper la parole, approchez-vous du micro. Pourquoi il y avait une analyse de cette hostilité, qui sont quand même des départements terriblement aidés par la métropole, terriblement aidés par la métropole, Guadeloupe, Martinique, etc. Et cette demande permanente, c'est assez irrationnel. Et j'aimerais savoir s'il y a des explications sur ce qu'ils ressentent. Non, j'ai essayé de donner quelques pistes, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de ces territoires. C'est vrai qu'il y a un vrai regret, puisqu'on parlait des sondages. Tous les sondages que vous voyez ici, faits par tous les instituts, sont faits en France métropolitaine. C'est extrêmement rare qu'on puisse interroger les habitants des DOM, c'est beaucoup plus coûteux. On le fait quand même, hein. Mais c'est vrai que je manque de biscuits. On a très bien vu le refus vaccinal beaucoup plus fort aux Antilles. Il y avait des raisons. Il y avait des raisons, là. Et puis l'histoire de... J'ai oublié de ce nom de cet engrais qui a été... Oui, c'est ça l'histoire. Voilà, qui a vraiment créé un véritable ressentiment et une défiance qu'on ne peut que... qu'écouter, comprendre. Oui. Alors on a Xavier qui est revenu, et contrairement à ce que nous dit une auditrice, non, quand ça ne va pas dans notre sens, que vous pensez être notre sens, on ne coupe pas la parole des auditeurs. On a eu un problème technique. Voilà. Donc Xavier, vous confirmez, on ne vous a pas censuré. Par contre, je ne sais plus où j'en étais. Vous étiez sur la souveraineté, c'est la souveraineté, l'hymne à la joie, le drapeau européen et la souveraineté. Oui, parce que, comme je disais, on se demande quel est le véritable projet de M. Macron, étant donné qu'il vient de dissoudre les corps diplomatiques. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on nous dirige vers un gouvernement européen. Je ne sais pas, je peux me tromper parce que je ne suis pas un spécialiste. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça fait 3 fois quand même qu'on nous appelle à faire le barrage républicain. On l'a encore, j'ai lu là que pour les législatives, il faudrait faire barrage aussi au Rassemblement national. J'ai voté Mélenchon au premier tour, j'ai voté Marine Le Pen au second, mais c'était juste par barrage à Macron. Hein. Je suis toujours été de gauche et je ne changerai jamais. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que pensent vos éminents politologues qui sont là, si franchement ils ne pensent pas que la Ve République est à bout de souffle, que vraiment là c'est pas pour suivre ce que dit Mélenchon, et je crois qu'il faudrait peut-être réformer la Constitution et la République. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Vous avez voté pour qui, Xavier? Le Pen. Donc j'ai voté Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second, mais vraiment par défaut, hein, pas du tout par... D'accord. Et je voulais quand même féliciter aussi Sophie de Menton, parce que pour les mots qu'elle a dit pour Marine Le Pen, je trouve quand même qu'elle a raison, que c'est vraiment, il y a eu un tir de barrage entre les 2 tours. Je ne suis pas du tout pour Marine Le Pen, mais c'est vrai qu'elle a eu du courage et que Sophie de Menton aussi a du courage de l'avoir défendue. Oui, Marine de Menton a beaucoup de courage. Ah, voilà. Non. Voilà. Non, mais elle avait. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Sophie est assez inclassable. Merci Xavier de votre appel. Est assez inclassable parce que. Pardon. Ça fait son charme et l'intérêt d'écouter ses parce interventions. Elle est, contrairement peut-être à ce que pensent certains auditeurs, elle est objective. Moi, on me coupe la parole. On coupe la parole. C'est pas moi. C'est pas moi. Allez, je crois que c'est l'heure de la pub, mais en tout cas, non, mais elle a dit du bien de Marine Le Pen quand elle est venue à Éthique, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques ennuis. J'ai été dans cette réunion. Et effectivement, objectivement, Marine Le Pen a convaincu toute une salle qui n'était pas favorable. Allez, on est très en retard sur la pub, pardon, ce n'est pas de censure, on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, audition spéciale autour des résultats de l'élection présidentielle, l'élection d'Emmanuel Macron. Répondre peut-être à notre auditeur Xavier sur cette 5e République à bout de souffle. Ouais, moi j'entends qu'on puisse penser que la 5e République est à bout de souffle, mais comme vous avez quand même 72-73% des Français qui se déplacent pour une élection présidentielle, enfin c'est pas dégueulasse non plus, hein, c'est plus de 7 Français sur 10 qui vont voter. Moi je pense que ce qui est à bout de souffle dans ce pays, c'est qu'on demande trop souvent aux Français d'aller voter pour pas grand-chose. Quand vous avez des élections régionales, des élections départementales, alors ça existe plus, si ça existe encore les élections départementales, c'est les cantonales qui n'existent plus, mais des élections municipales, c'est toujours en fait de la représentativité et jamais sur des idées. Peut-être que ce qui est à bout de souffle, c'est qu'on ne demande pas assez l'avis aux Français, ce qui avait été demandé par les Gilets jaunes, qui avait été d'ailleurs défendu par Marine Le Pen, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Maintenant, moi, je mets le pari que demain, vous faites un référendum, tiens, voilà, pour demander si on est pour ou contre l'élection présidentielle. Les Français diront oui à majorité. Ils veulent toujours choisir leur représentant, je pense, hein, leur représentant et l'homme ou la femme qui les représentera au plus haut niveau de l'État. Voilà. Alors, donc, sur la 5e, il est évident qu'elle a besoin d'un sérieux dépoussiérage. Le modèle repose quand même, et il ne faut pas le perdre de vue, sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Ouais. On est d'accord, ça fonctionne, c'est la clé de voûte de la 5e. Si demain on change ça veut dire qu'on remet en cause la 5e et on bascule dans une 6e. Donc il faut moderniser le système. Il y a des axes. Premier axe essentiel, c'est l'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, on voit bien que il y a trop de pouvoirs concentrés entre très peu de mains, et notamment celles qui sont à l'Élysée, que le Parlement ne joue vraiment pas son rôle. Non. Il y a un enjeu sur la justice qui n'est pas indépendante au sens des juridictions, que les procureurs soient alignés avec la politique pénale et le gouvernement, c'est normal, mais les juridictions devraient être indépendante, ce qui n'est pas le cas. Il y a un problème de démocratie, ça c'est très clair. Il faut renforcer, si je puis dire, le cœur de la cathédrale démocratique qui est l'élection des gens. Voilà. Mais il faut renforcer ce cœur démocratique par des arcs-boutants, si on prend l'image de la cathédrale, que sont la participation, la délibération, la consultation, etc. Il y a plein de leviers pour faire ça. Il y a un axe clarté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'étonne qu'on vote très peu pour les élections intermédiaires, mais personne ne sait à quoi ça sert. Et en fait, dans la vérité, ça ne sert pas à grand-chose par rapport à ce qui se passe au sommet de l'État et dans les communes. Donc le maire d'un côté, le président de la République de l'autre, un peu les députés, le reste, c'est ça. Et donc il y a un grand chantier à ouvrir. Nous, on avait appelé en 2017 à lancer un véritable Grenelle de la démocratie. On a fait un grand appel en disant il faut le faire, il ne faut pas se contenter d'une petite loi du retour pour la confiance dans la vie politique. Il faut se poser et il ne faut pas le faire à chaud pendant la campagne. Il faut accepter de débattre de ça un peu posément avec les Français, avec tous ceux qui ont à en connaître, si je puis dire, qui ont besoin de travailler là-dessus. Et ensuite, effectivement, faire bouger le système pour recréer la confiance. Parce que les gens, tant qu'ils auront un système qui confisque le pouvoir par des uns contre les autres, ils n'auront pas confiance et on aura ce qu'on a, c'est-à-dire régulièrement des votes de plus en plus durs et jusqu'au jour où il ne faudrait-il pas mettre aussi un jour où on vote pour plusieurs, on peut voter pour les législatives, pour les maires, etc. C'est une piste, bien sûr. C'est une piste qui est importante. Moi, j'ai un problème terrible avec les Grenelles et tout ce qu'il y a, c'est que il n'en sort rien. Non, je veux dire, on a confié, très peu, le Grenelle de la santé, là, c'était un Grenelle, je ne sais plus ce que c'était. Le Ségur. Ségur de la santé. Il n'y a rien qui en sort. Je veux dire, là, on a filé à Delvoye, que j'ai eu comme président au Conseil économique et social, il a passé 2 ans sur les retraites. 2 ans à ergoter. Alors du coup, tout le monde était content parce que les syndicats réagissaient pas forcément, il se passait rien. Donc il faudrait que ça soit court, préparé, travaillé. Il faut qu'il y ait la société civile qui participe. Il faut des entrepreneurs, il faut des citoyens, il faut des commerçants. Il faut comment ça s'appelle un Grenelle du coup. Un grand débat. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une foule de gens, il se passe rien. Et puis, il faut de la volonté. C'est juste le Grenelle, c'est juste un mot. C'est juste une question de. Il y a un process avant. Mais comment sortons ces décisions et comment les impose-t-on après? C'est vrai le problème français. Est-ce que la 5e République est à bout de souffle? C'est la question que posait notre auditeur. Non, mais c'est une vraie question. La 4e a été une cata. Hein. Faudrait la 6e alors. C'est une vraie question. Jamais dans nos enquêtes qualitatives, quand on fait parler les Français, ils parlent des institutions. Ils sont sur des sujets qui les concernent personnellement. Je ne pense pas qu'elles soient à bout de souffle. Moi, je le répète, j'ai été agréablement surpris par le score de la participation au premier tour, qui a été un peu inférieur à ce que nous avions anticipé, où quand même 3/4 des Français sont allés voter. Maintenant, c'est vrai, et j'entends complètement ce que dit Alexandre, et à titre personnel, à titre citoyen, je le partage, il faut renforcer
des piliers de cette démocratie. Moi, je crois énormément aux conférences citoyennes. Quand c'est bien fait, quand c'est neutre, quand on ne dit pas aux gens tout ce que vous proposez, on va le faire. C'est le politique qui doit avoir la main. Je pense que, même si notre système tient sur un système majoritaire à 2 tours en termes de mode de scrutin, si le 19 juin prochain, Marine Le Pen qui a fait 14 millions de voix à 5 députés, c'est un vrai problème. C'est un problème parce que parce qu'il y a ce fait majoritaire en France. Alors, ça a des vertus par rapport à des systèmes, le système israélien où c'est proportionnel intégral, le système anglais où c'est majoritaire à 1 tour. Donc, si vous perdez d'1 point dans chaque circonscription, vous avez 0 député. Mais effectivement, il y a des moyens de renforcer la démocratie. Personnellement, c'est la démocratie participative pour respirer les référendums et faire parler les gens. Oui, mais si on est complètement représentatif, c'est la garantie du banquet d'Astérix. Parce que si on a un bloc intégral, c'est pas possible. Il y aura un bloc FN qui va hurler contre un bloc mélanchoniste qui va hurler. On a quand même intérêt à avoir une assemblée capable de se mettre un peu d'accord. Raison de plus pour réformer le système sans trop tarder, parce que sinon c'est ceux qui aujourd'hui revendiquent la proportionnelle intégrale qui un jour finiront par arriver aux affaires et ils la feront. Il y a une dernière chose qui va être importante. Il y a une dernière chose qui va être importante. C'est le moment des solutions. C'est le septennat. Le septennat, à mon avis, on va en parler pendant ce quinquennat. Parce que je pense qu'il va y avoir un retour, à mon avis, au septennat. C'est ce que disaient et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous les deux y étaient favorables. Et je pense que la majorité des Français y sont favorables. Oui, mais 5 ans, ça passe vite en fait. Ça passe très vite. 5 ans, ça passe vite. Et on l'a vu allez, on marque une petite pause de pub et on se retrouve avec vous 7 ans sur de Sud Hollande. Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio, on continue et on continue avec vous et avec nos auditeurs sur Sud Radio 0826 300 300. On a Patrice en ligne avec nous. Bonjour Patrice. Oui, bonjour à tous et bonjour à Alexandre. Bonjour Patrice. Bonjour professeur. Oui, que j'ai eu comme élève il y a 40 ans. Mais il n'était pas né il y a 40 ans. Si. C'était en maternelle. C'était en 83-84 à Périgueux. Non, il est très jeune. Alors, dites-nous ce que vous vouliez nous dire. Alors, je voulais pousser un coup de gueule entre les journalistes. Allez-y. Vous êtes en train d'engrainer la démocratie. Pendant 15 jours, on a eu la quinzaine antifasciste. Merci. À qui ferez-vous croire que Marine Le Pen, bon, j'ai voté pour elle, histoire de c'est pas mal voté, que Marine Le Pen, qui a obtenu 60% des voix aux Comores, où ils sont noirs et musulmans, qui a été majoritaire anti, soit raciste. C'est une invention, une perversion de la démocratie. Vous avez fait peur aux gens, les journalistes. Je ne parle pas de Sud Radio que j'écoute, mais l'immense majorité des journalistes. Par contre, silence total. Non, silence total. Valérie, quand même. Non, c'est pas du tout du sabotage. On a perdu Patrice. Silence total. On va essayer de le retrouver, mais ça rejoint ce que disait Sophie de Menton en début d'émission. Là où quand même, je me permettrais de nuancer un petit peu, je trouve que beaucoup de médias ne sont pas restés que sur ce type de critiques. Certains ont décortiqué beaucoup son programme. J'ai parlé de Saut dans l'inconnu tout à l'heure, qui a un frein très important au vote des personnes âgées pour Marine Le Pen, la question de l'Europe, la question des relations internationales. Donc dire, on n'était pas du tout quand même sur la tonalité 2002 où là, bon, c'était son père, c'était différent. Il avait une image personnelle infiniment plus contrastée que Marine Le Pen. Donc on peut pas dire non plus que ça a été la quinzaine antifasciste. Mais c'est vrai qu'il y a eu un réflexe de rediabolisation, même si il y a eu quand même des ratés de sa part d'entre-deux tours, s'en prendre aux journalistes, réactiver à son corps défendant la question du rétablissement de la peine de mort. Elle a aussi peut-être donné des bâtons pour se faire battre. Mais moi, j'aimerais qu'on me donne des exemples concrets, en fait. Parce que, oui, bien sûr que dans le passé, bien évidemment, qu'il y a eu un front républicain, comme vous le dites, je m'en rappelle, où les journalistes, effectivement, étaient là à dire il ne faut pas voter Marine Le Pen, elle est fasciste, elle est raciste. Moi, je peux prendre mon exemple. J'ai une chaîne YouTube où j'ai des milliers d'abonnés. Je reçois les gens du Rassemblement national tout le temps sur ma chaîne. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne une bonne fois pour toutes, parce qu'on attaque les journalistes de tous les côtés dans ce pays, une bonne fois pour toutes qu'on me dise à quel moment, aujourd'hui, vous avez l'impression que les journalistes, sur les différentes antennes,
disent que Marine Le Pen est raciste. Il y a même aujourd'hui, entre les deux tours, on avait même des bandeaux qui disaient est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite. Ouais. Ça appelle au racisme. Oui. Bah non, je suis désolé, c'est une on l'a clarification. qualifié d'extrême droite. Alexandre, On l'a qualifié d'extrême droite. On n'en a pas demandé, on l'a D'abord, qualifié. je voudrais rendre hommage à Patrice. Il se trouve que ça a été mon prof d'histoire pendant 2 ans. J'espère qu'on va le revoir. C'était je crois, un des plus jeunes agrégés de France d'histoire. J'ai vécu 2 années de cours d'histoire extraordinaires et je souhaite à tous les élèves d'avoir des profs comme ça parce qu'il avait une passion pour son sujet, il la transmettait à ses élèves, c'était magnifique. Donc merci Patrice de cet appel. Non, moi je crois qu'effectivement la stratégie de la diabolisation elle est insupportable, mais c'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que la façon dont les débats et les journalistes traitent un certain nombre de candidats, quand ils les reçoivent dans leurs émissions, on voit bien qu'il y a un parti pris. Le plus accablant, si je puis dire, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été dans le débat du second tour, c'est Anne-Sophie Lapix. Rappelez-vous, quand elle interviewait Marine Le Pen, et puis après qu'elle s'était retrouvée derrière Marine Le Pen avec Patrick Cohen, et qu'on les voyait se tordre de rire, et vraisemblablement en se moquant de la manière dont Marine Le Pen était peut-être mise en difficulté. Enfin, en tout cas, c'était pas clair la façon dont il se comportait derrière. Voilà. Je pense qu'il y a très souvent, quand on écoute les interviews sur les grandes chaînes de radio le matin, on écoute les questions, on voit bien qu'on insiste toujours dans une direction, on voit bien qu'on tourne autour. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Éric Zemmour quand il est allé chez Gilles Boulot. Il avait été exaspéré parce qu'il avait absolument pas pu, de son point de vue, placer quelque chose. Il avait été embêté uniquement sur des sujets superficiels, etc. Oui. Voilà, c'est ça le côté subliminal. Bien sûr que les journalistes prendraient aucun risque. Et je pense que de temps en temps, c'est gênant. Moi, je suis très gêné quand j'écoute le service public. Il y a des moments, franchement, je suis exaspéré par leur manque d'objectivité. Ça transpire. Voilà. Moi, je voudrais, Frédéric, vous êtes encore avec nous, Frédéric Dabi, quelques minutes. Vous avez interrogé aussi les Français sur leurs préoccupations, sur leurs priorités. Oui. Et on voit que, pour le coup, l'immigration arrive assez loin derrière. La première préoccupation des Français, c'est la santé. Tout à fait. Et c'est Sud Radio qui, dans une première enquête en septembre 2019, donc avant le Covid, avait montré, une enquête IFOP Sud Radio, que la santé était la première préoccupation des Français, car il y a une inquiétude sur le devenir de l'hôpital. La question de l'accès aux soins, tout le monde dans son entourage a ce cas où pour une urgence on doit prendre rendez-vous chez un généraliste, chez Aspect. Et ce n'est pas qu'une question de commune rurale, c'est une question de vraiment hexagonale au global, qui fait que ce sujet est un sujet de préoccupation forte, et on a tort de le résumer à la question du Covid. Ça va bien au-delà. La question de la dépendance est à côté, la question de la fin de vie pour laquelle il y a une attente extrêmement forte que la loi bouge là-dessus. Et par rapport à ça, et c'est très très difficile de faire changer ça dans l'esprit des Français, il y a des méthodes de management. Ce n'est pas parce que l'entreprise et le privé doivent prendre la médecine, etc., ce qui affole les gens. Je comprends très bien, mais il y a des choses que ça faire le monde de l'entreprise. Les hôpitaux sont mal managés. Les directeurs d'hôpitaux n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Les médecins qui ont un service ne peuvent pas augmenter une infirmière. Au moment du Covid, il y a eu une expérience extraordinaire qui a été faite. Il y a un hôpital que je connais, avec un médecin que je connais. C'était le foutoir absolu. Ça arrivait de tous les sens. Ils sont allés voir la direction de l'hôpital, ils ont dit stop, on prend les manettes. La direction de l'hôpital, sidérée, a dit faites ce que vous voulez. Donc ils sont arrivés, ils ont absolument dit vous venez travailler ici. Il y avait des chirurgiens qui poussaient les brancards. Ils ont enlever des services où il n'y avait pas de malades graves. Pourquoi ils en sont arrivés là? Parce que ce n'est pas managé. Mais parce que c'était le bordel. Parce que c'était le bordel. Et quand ça a été fini, on a remis ça à la direction. C'est toujours le bordel. Là, et vous parlez de non, je parle du fait que notre pays ne fonctionne pas, en particulier dans les hôpitaux, parce que les fonds sont mal faits, parce qu'il y a une administration pléthorique, parce qu'il y a 10 personnes pour refaire un dossier alors qu'il n'y aurait pas besoin, parce qu'on paie mal les gens, il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'intéressement, personne n'a le pouvoir de les payer. Il va bien falloir qu'on comprenne qu'il y a des méthodes de management qui sont bonnes, même si c'est le service public. Et là, c'est pas le cas. Pour moi, c'est le virage que doit prendre Emmanuel Macron, là, effectivement, dans ce nouveau gouvernement et cette nouvelle politique qu'il veut mettre en place. Je pense qu'il va devoir prendre un ministre de la Santé, pour le coup, ou une ministre de la Santé, qui a vraiment la carrure, qui connaît vraiment le milieu médical, parce que là, il aura... Olivier Véran était censé le connaître, non? Non, mais d'accord. Il était censé le connaître. On a constaté, pour le coup, qu'il n'était pas, entre guillemets, à la hauteur. Après, il a eu une crise sanitaire
à gérer. Je pense que là, il va vraiment pas falloir se planter sur ce choix-là parce que ça sera la grosse attaque. À la différence dans mon gouvernement idéal, je voulais Claude Malhuret à la différence de Sophie, je pense qu'en effet, il faut des méthodes de management différentes pour l'hôpital, pour la fonction publique dans son ensemble. Mais de manière générale, là-dessus, on est d'accord parce que ça ne fonctionne plus bien et qu'on a perdu de vue complètement on va dire le citoyen, qu'il n'est plus au centre des préoccupations. Le service public tourne plus souvent pour lui-même. Enfin, je caricature un petit peu, mais bon. Même s'ils sont très dévoués. Le vrai sujet pour moi, c'est que quand même que la gestion du service public, comme ça a été le cas ces dernières années, inspirée par les méthodes américaines, notamment ce qu'on appelle le New Public Management, qui a inspiré les réformes de l'hôpital des années 2000 et des poussières, fait qu'aujourd'hui on a géré l'hôpital comme un hôtel. Ouais. Voilà. Et ça, il faut faire attention parce que le privé souvent il a une logique court-termiste. Il faut réintégrer effectivement des méthodes de management, mais il faut remettre les projets, les services publics dans une dynamique de temps long où on n'est pas sous le coup des coupes budgétaires et des rationalisations qui parfois sont une fin en soi, mais qui il y a un juste milieu entre les EHPAD qui veulent gagner de l'argent et rentabiliser. Exactement. Il y a un très juste milieu. Voilà. C'est pas un modèle, mais ça n'empêche pas qu'il y a... Et ça n'empêche pas qu'il y avait des gens formidables dans certains EHPAD et qu'il ne faut pas jeter la tête les orties avec l'eau du bain, enfin bref, mais que n'est pas les orties, les bébés. Il ne faut pas tout jeter aux orties ou le bébé avec l'eau du bain. C'est le mec dans les orties. J'ai tout confondu. Mais il faut... Je voudrais, parce que Frédéric Dabi va partir dans quelques instants, je peux dire va nous quitter. Je reviendrai dans quelques instants sur justement ces préoccupations qui ont toujours été les mêmes pour les Français et que Emmanuel Macron n'a pas forcément entendu pendant ce quinquennat. Alors, la question du pouvoir d'achat était quand même structurante dans l'entre-deux tours. Ça a été le premier sujet lors du débat. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même un décalage entre parfois un traitement médiatique et politique de certains enjeux et leur place. Alors, vous dites que l'immigration est moins une priorité, ça reste une priorité forte, mais il y a une question de hiérarchie. On a oublié là maintenant. Oui, alors on a quand même oublié aussi. La question du pouvoir d'achat est en train de tout écraser. Il va y avoir, je crois, une deuxième vague très bientôt d'augmentation du prix de l'énergie, si j'ai bien compris, au mois de juin. Ça peut être aussi l'enjeu majeur des élections législatives. On se souvient en 2007, comme la TVA sociale, par exemple, avait coûté une cinquantaine de députés, dont Alain Juppé, au nouveau président élu Nicolas Sarkozy. Attention que, pour lui, à ce que la question du pouvoir d'achat, la question d'une réforme des retraites brutale et sans concertation soit aussi un boulet. Alors déjà, zigzag, comme l'évoquait ce matin Sébastien Chenu, qui était dans la matinale de Patrick Roger, il parlait de zigzag de la part du président de la République. Et là, on voit que ce matin, Bruno Le Maire a dit que pourquoi pas le 49.3, et là, il est revenu. Enfin, il y a eu une sorte de... Pour le coup, c'est la spécialité de Bruno Le Maire, de dire des choses et de revenir en dessus. disant non, j'ai pas dit que je voulais le 49.3, attention. Et là, pour répondre à la question de Sophie tout à l'heure, dire qu'est-ce qu'on fait au-delà des changements techniques, institutionnels et de la mécanique, on va dire, démocratique. Mais après, il y a l'art et la manière de faire. Je prends très exactement le cas de la réforme des retraites. Je pense que l'erreur majeure du premier quinquennat, ça a été de fixer les termes de la sortie de la discussion, parce qu'il n'y avait pas de discussion. Emmanuel Macron a dit ce sera ça et on va faire ça, et il n'a pas pu le faire. Là, il fait une deuxième erreur similaire. Il fixe pratiquement les termes du débat en disant à la sortie ce sera 65 ans. Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je pense qu'il faut, pour le coup, réunir les parties prenantes concernées. Enfin, fait ça pendant un an, non mais, 2 non, ans. Mais attends, pardon, mais il faut le fixer en disant voilà, moi je prends en compte les syndicats bien sûr, et peut-être pas seulement. Et derrière, on leur dit voilà, nous on a une ambition, c'est qu'il faut qu'à la fin, on puisse mieux payer les gens. Il faut qu'on puisse peut-être prendre en compte la cinquième branche, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de la dépendance, etc. On prend en compte les éléments, on dit maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, et on travaille sur toutes les hypothèses. Et on essaie de sortir de la boîte. Et si on n'y arrive pas, on fera rien, tant pis. Je veux dire, mais on va pas passer en force une réforme si personne n'en veut. Non, mais je veux dire, fabriquer du consentement. Parce que je le redis, si vous le passez en force, vous aurez un 4e tour social qui fait qu'au bout du compte, peut-être que ça ne passera pas. Et on ne peut pas se permettre de passer 6 mois en grève. Non, mais il y a la pénibilité, il y a des trucs qui peuvent atténuer. Qui nous disait qu'il voulait partir à Londres, que le système social français était formidable. Non, mais attendez, le système social était formidable. Aujourd'hui, on ne peut pas écouter tout le monde. À un moment donné, quand on veut réformer le pays, si on veut garder notre système social formidable. Enfin, moi, je veux bien, mais on marque une pause et on parle de l'après, justement. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Alexandre Malafaille, Alex Darmon et Sophie de Menton. Frédéric Dabi nous a quittés pour d'autres aventures, mais il reviendra. On débriefe, comme on dit, ce second tour de l'élection présidentielle, la réélection d'Emmanuel Macron. Et maintenant, j'ai envie de vous poser la question, le plus dur reste à venir. Qu'allons-nous faire, absolument? Déjà, il faut un casting. Il faut un casting. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, il doit y avoir un là, il est enfermé à la lanterne, apparemment. Oui. Depuis hier soir. Oui. On les comprend, faut qu'il se repose. On va pas l'embêter. Non, mais. Il travaille. Il n'y a pas eu de fête, oui. Mais et maintenant, ça veut dire que Jean Castex va remettre sa démission. Il va y avoir un nouveau Premier ministre, a priori, ou il peut garder Jean Castex? Il a dit qu'il ne le garderait pas. Je crois. Il a dit qu'il ne garderait pas Jean Castex. Il l'a dit. En tout cas, Jean Castex a dit qu'il démissionnerait et qu'il ne repartirait pas comme Premier ministre. D'accord. Alors il faut savoir qu'il y a un gouvernement qui va avoir lieu jusqu'au législatif, qui est quand même un gouvernement de combat, avec peut-être des élus justement pour ça, et que ce qu'on a envie d'avoir et d'imaginer, c'est le gouvernement qui aura après. Parce qu'un gouvernement un peu d'union nationale, il y a des gens qui ont eu des premiers plans, on peut imaginer qu'ils soient présents. Pour moi, ça sera sensiblement le même. Je pense qu'il va travailler sur un gouvernement il aurait exactement. Vous savez, c'est un argument de campagne. C'est un argument de campagne. Quand vous mettez des gens dans un gouvernement, que vous choisissez un Premier ministre, que vous choisissez un ministre de la Santé, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, qui sont des nouvelles têtes, c'est un argument de campagne pour inciter les gens à voter pour vous en disant voilà les gens qui travailleront avec moi pendant. Donc on fait déjà un gouvernement d'union nationale maintenant. C'est ce que tout le monde a fait. Alors moi je mets David Lisnard Premier ministre. Ça n'arrivera pas. Je mets Rachida Dati ministre de l'Intérieur. Ça n'arrivera pas non plus. Non mais on a le droit de rêver. Je mets ministre du budget en charge de la dette Agnès Verdier-Molinier. Ah oui, c'est très à droite en fait. C'est assez ministre à droite, de la Santé Claude Maluret. Excellent. Et moi je suis où là-dedans? Ça vient. Non. On laisserait Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'on mettrait au ministère des Armées? Vous avez une idée? Moi ça m'intéresse, Moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Non, lui il veut le poste, Alexandre. D'accord. À mon avis, au ministère des Armées, vous allez. Ministre des Transports, j'aurais mis Catherine Guillouard, qui est une remarquable présidente de la RATP. Oui, bon, personne ne la connaît. Donc, mais ministre des Armées, ministre de la Défense, c'est une bonne question parce que je pense qu'on est en période. Moi, je le pense en tout cas qu'on est en période de guerre. Et donc, à mon avis, on va être obligé là. Enfin, il va être obligé, le président de la République Emmanuel Macron, d'aller chercher des gens qui connaissent l'armée. Militaires. Et je suis curieux de savoir qui va mettre. Je pense que ça va être très. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Je crois pas. Je pense qu'il va aller devoir chercher quelqu'un vraiment qui est calé dans la. Mais c'est un gouvernement qui pourra perdurer au-delà des législatives. Enfin, souvent, il y a des ajustements qui sont faits. Alors déjà, je pense que ça perdurera. Est-ce qu'il va en garder, à votre avis? Alors il y a deux questions. D'abord, est-ce que ça va perdurer? Oui, je pense que ça va perdurer. Après, lui, il n'est pas très attaché à cette règle. Vous vous présentez, vous gagnez. Il s'en fout. Il s'en fout. Si vous vous présentez, que vous perdez, vous resterez quand même dans le gouvernement normalement. Après, est-ce qu'il va en garder? Valérie Expert, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il va en garder certains. En tout cas, il y en a qui font acte de candidature. Attal, Darmanin, je pense qu'il va forcément les garder. Pourquoi? La question de Bruno Le Maire. C'est ce qu'on a reproché. La question de Bruno Le Maire, ça c'est une question aussi qui est sensible. Après, l'enjeu aussi, c'est il a dit qu'il voulait avoir un Premier ministre qui serait en charge de la transition écologique. Qui est celui qui va incarner ça? C'est les choix qui ont à faire sont très importants. Et si en plus il fait un gouvernement très à droite, pour reprendre la proposition de Sophie de Menton, par rapport légèrement quand même. Aux affaires étrangères, j'aimerais bien Emmanuel Valls. Et donc on va se retrouver avec pour le coup une gauche boostée par Mélenchon qui veut dire voilà ce qu'il faut faire. Donc attention à l'équilibre. Non, équilibre Manuel Valls. Ça vous plaît Manuel Valls aux affaires étrangères? C'est pas très à gauche. C'est pas très Alors citez-moi des gens très à gauche qui peuvent gouverner avec bonne volonté. On a le temps, là, ça va être le grand jeu des journalistes pendant une semaine. Qui, quoi, les bruits, les ça va arriver très vite, je pense. Je pense que vendredi, on aura. La vraie question, c'est qu'est-ce qui sort. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce qui sort du scrutin des législatives. Est-ce qu'il y a une majorité? Est-ce qu'il y a une majorité composite? Est-ce qu'il y a une majorité fragile parce qu'il sera obligé de s'entendre avec les uns ou les autres? C'est vrai que c'est très difficile. Et après, il y a en effet le ressenti de cette élection législative dans l'esprit des Français. Si en effet les deux grandes formations radicales n'ont qu'une cinquantaine de députés à L2, alors qu'elles représentent les 2/3 de l'électorat français, est-ce que ça tient? Est-ce que les gens acceptent à nouveau de reprendre 5 ans dans la vue, de dire c'est mon programme, c'est mon projet? Je pense que oui. Donc ça pose
pose la question du 4e tour. Mais la vraie question, moi je suis convaincu que la vraie question, ça va être le gouvernement qui va être annoncé. Je le répète, je pense que les noms qu'il va mettre là, qui va coucher sur le papier avec un Premier ministre ou une Premier ministre, Premier ministre, c'est ce qu'on est en train de dire. Je vous le dis, NKM ne viendra pas. Ça, c'est un nom qui tourne de tous les côtés, c'est certain, elle ne viendra pas. D'ailleurs, quand les gens sortent, c'est jamais très bon. Exactement. Elisabeth Borne, je ne sais pas si elle ira. Mais le truc, c'est qu'il va devoir travailler à trouver le bon profil féminin, masculin, et les noms qu'il va garder. C'est très important. Alors voilà, c'est la question. Il y a une transition. Il y a des noms qu'il va garder. Je le vois pas sortir Gérald Darmanin. Honnêtement, je le vois. Le maire Bruno Le Maire. Il va avoir du mal à le sortir parce qu'il a réussi. Il y en a un autre, Éric Dupond-Moretti, il va avoir du mal à le sortir aussi. C'est quand même le soutien de la première heure du président de la République. Il y a des réformes importantes qui vont arriver sur la justice. Est-ce que c'est le moment de le sortir? Jean-Michel Blanquer, qui a été quand même son premier défenseur et qui n'a pas fait un si mauvais travail au ministère de l'Éducation nationale, pour le coup, lui... Bon, alors ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais il peut y avoir du sens. C'est très important ce que vous dites. Sophie, sur certains sujets, il peut y avoir du sens à garder des ministres qui sont en pleine action. Et on peut contester Éric Dupond-Moretti, les magistrats ne l'aiment pas beaucoup, mais bon, il est en train de faire quelque chose. Il peut peut-être être prolongé dans ses fonctions. On peut changer la ministre de la Désarmée parce que fondamentalement, elle n'est pas au cœur d'une grande transformation qu'elle pilote. De toute façon, c'est l'Élysée qui pilote. On va peut-être effectivement dire au revoir à Jean-Yves Le Drian parce qu'il a fait beaucoup. Voilà. Après, au niveau de la santé, c'est vrai que ce serait bien parce que il a quand même, il est trop marqué par la crise sanitaire. C'est fini. Ça c'est clair. Voilà, Gérald Darmanin a forcément un avenir, ça serait surprenant. Gabriel Attal, évidemment aussi. Un avenir aussi. Puis après, il y a aussi les Gérald de Normandie. Et puis il y a des gens qui sont à l'Assemblée. Et on parle de Normandie. Richard Ferrand, c'est une question. C'est très intéressant parce qu'on parle de Normandie, de Richard Ferrand ou de Jean-Yves Le Drian. Comme Premier ministre. Les trois. Et alors, ça ne sera pas une femme. Sophie, le problème qu'il va avoir. On s'en fout des femmes, il faut arrêter aussi. Ça, je sais pas. Vous vous en foutez. Moi, je me fous pas des femmes. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on va pas prendre la Premier ministre parce que c'est une femme. Non, mais bien sûr, je suis plutôt d'accord avec vous. En tout cas, on parle de ces trois noms. Jean-Yves Le Drian n'a pas dit qu'il était fatigué, qu'il voulait. Ouais, mais on le disait en 2017. Voilà, exactement. Donc, Jean-Yves Le Drian, vous dites Julien de Normandie. Mais c'est surtout Richard Ferrand. Le problème, c'est que ça va être compliqué parce que, bon, voilà, il y a des à côté politiques. Et Julien de Normandie, par contre, tient vraiment la corde. Oui. Voilà. Ça, pour Matignon, c'est ce que j'entends. C'est pas Matignon. Un énorme ministère de l'entreprise qui comprend l'industrie, qui soit autonome. Vous êtes un peu obsessionnel. Vous êtes un peu obsessionnel. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour ça. C'est la France qui vit là-dessus. Vous êtes un peu obsessionnel quand même. C'est plus qu'obsessionnel. Mais les Français, ils veulent la santé. C'est leur sujet principal de préoccupation. Donc, trouvons un ministre de la Santé. Il y a un mec à Marseille, il y a un mec qui s'appelle Didier. Comment ça s'appelle? Bien sûr. Oui, ça, je sais, elle est oubliée, tout le monde s'en fout. Écoutez, on supprime le ministère de l'entreprise. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est voilà, c'est pas le ministère clé. C'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Il y a un ministère, non, il y a un grand ministère du budget dans lequel il y a l'entreprise. Qui donne l'argent au ministère du budget, sinon les entreprises? Les Français. Les impôts. Qui travaillent. Absolument. Allez, on va en finir là. Et je pense que tout cela va continuer dans un instant. André Berkoff qui également continue à parler de cette élection. Et nous, on sera là demain, évidemment.